Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour une nouvelle lecture. Et oui, ce soir, la suite de l'île mystérieuse écrit par Jules Verne. C'est notre 10e live sur cette œuvre. Nous lirons ce soir le chapitre 17, 18, 19 et 20 qui formeront la fin de la deuxième partie de l'œuvre. Donc on avance, puisque la deuxième partie, on est du coup grosso modo aux 2 tiers de l'œuvre. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer la pause que j'effectuerai dans ma lecture, d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ça peut vous servir de marque-page si vous voulez et grignoter cette petite lecture en plusieurs fois, n'est-ce pas? De même, vous trouverez dans l'onglet playlist de la chaîne Et si on lisait l'île mystérieuse, les épisodes précédents et les épisodes à venir. Voilou, sachant que, vu le rythme auquel nous avançons dans l'œuvre, il y a eu 5 épisodes sur la première partie, 5 épisodes sur la deuxième partie, et je pense qu'il y aura logiquement 5 épisodes sur la troisième partie. Donc voilà, je devrais réussir à caser toute cette lecture en 15 épisodes, ce qui n'était pas le programme au début, parce que clairement, quand j'ai vu le nombre de pages et le temps que je mettais à lire chaque page, je pariais plutôt sur un 20 épisodes. Mais bon, vu qu'on fait des lives un petit peu compacts, où je prends peu de pauses et où j'enchaîne des 40 minutes de lecture, 2 fois, et bien finalement on avance relativement vite dans le nombre des épisodes sans aller dans les vingtaines. Bref, pour l'heure, nous sommes en live et j'accueille avec plaisir les viewers, les viewers sur le chat. Merci d'être là, merci Charline, merci Miss Perrine, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, merci, ça fait plaisir. Déjà le 10e live en effet. Et s'il y a encore 5 lives, ça veut dire qu'a priori on en a pour approximativement 2-3 semaines avant de terminer cette œuvre, avant de venir à bout de cet énorme pavé et de nous diriger vers d'autres plaisirs. J'étais très partagé sur le fait de faire la lecture de cette œuvre d'une traite. Est-ce que j'allais prendre des pauses? Est-ce que j'allais faire une pause, par exemple, à chaque début de partie, etc. Je ne sais pas encore comment je vais opérer, mais j'ai l'impression que foutu pour foutu, allons-y à fond. Et je pense que je vais aller au bout des 15 épisodes en une fois. Donc du coup, continuer les lives de lecture le mardi et le vendredi à 21h quand c'est possible. Quand c'est possible, puisque en effet il n'y a pas eu de live ce mardi. Et oui, ça va mieux, merci de le demander Charline. J'ai eu des gros problèmes, des gros problèmes, j'ai eu quelques jours sans eau du tout. En gros, j'ai eu un énorme problème de chauffe-eau qui a littéralement explosé devant mes yeux. C'était très impressionnant, très badant, très flippant. Il a fallu mettre à l'abri mes affaires très rapidement. Il a fallu bien entendu ne pas se brûler. Bref, c'était un peu la panique. Ça a été réglé. Il a fallu quelques jours déjà avant que je puisse avoir un nouveau chauffe-eau, tout ça, tout ça. Et puis après le nouveau chauffe-eau installé, il y avait tout le temps, vraiment sans arrêt, des fuites qu'il fallait gérer. Donc là, ça fait que depuis hier, je dirais, que l'installation est normalement parfaite, sans fuite à aucun niveau. Donc, normalement, je peux reprendre des douches. Ça fait plaisir. Je peux reprendre des douches, je peux reboire de l'eau, tout simplement. Donc, je vous avoue que c'est plutôt des points intéressants pour tout simplement me présenter dans des conditions un petit peu correctes devant vous en live. Voilà. Bonsoir Lucie, comment tu vas? Donc voilà, normalement on en est venu à bout, normalement ces problèmes sont derrière nous, et ça c'est agréable, je vais pas vous mentir. Ce qui fait que je suis relativement motivé, faut voir si la motivation se tient, et faut voir aussi mes possibilités parce que ce n'est pas encore sûr, j'ai des petites choses déjà prévues, donc je sais pas si je vais avoir le time. Mais du coup, ce gap d'une semaine m'a fait un peu languir. Et là, j'ai envie du coup de rebombarder sur la lecture.
de rebombarder aussi sur la lecture de Les aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans La Corne des Sables d'Ivoire, écrit par Bob Lennon et David Kuhn. Donc j'ai envie aussi de continuer cette lecture de livres-jeux. Euh, je pense faire un épisode dimanche. Je pense vraiment que ça sera très très probable. Dimanche après-midi. De la même manière, je pense qu'il sera très probable, très possible, mais ça ne dépend pas que de moi, donc je ne vous promets rien, qu'il y ait un live demain après-midi sur la suite de ma bibliothèque. J'ai envie de dépoter, j'ai envie de donner un petit coup, j'ai envie d'avancer. Donc, les livres qui sont là-dessus, peut-être que j'en ferai une émission demain après-midi. C'est vrai que c'est un long week-end, j'avais zappé ça. C'est un long week-end étant donné que c'est le lundi de Pâques, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, bah écoutez, profitez de ce week-end. Profitez, prenez du bon temps, amusez-vous. Faites ce que vous ne pouviez pas faire depuis des mois, des années. Bref, je vous invite à vous installer, à prendre à manger et à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Santé. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, je vous avoue, là, de se poser. De se poser en live. D'être tranquillou. De reprendre le rythme. Ça m'a fait bizarre. Vraiment, ça fait qu'une semaine. J'ai déjà fait des pauses bien plus longues dans mes lives. Mais, je sais pas, cette semaine a été longue. Une semaine à gérer un chauffe-eau, c'est pas agréable. Et du coup, là, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué d'être un peu sur une routine un peu plus tranquille. Un peu plus relax. Et je vous propose qu'on se lance dans la lecture sans plus attendre. La fois passée, si je ne m'abuse, nous avions fait la rencontre du naufragé, à savoir la raison pour laquelle cette deuxième partie se titre L'abandonné, puisque nous avons trouvé sur l'île voisine à l'île Lincoln, à savoir l'île Tabor de souvenirs, une nouvelle personne qui rejoint la petite troupe, et donc je crois qu'on commençait à peut-être en apprendre un peu davantage sur son passé, sans que ce soit encore complètement révélé. Donc j'ai hâte. Je pense que ce nouvel élément peut être perturbateur, mais surtout peut faire avancer l'histoire dans quelque chose de, à mon goût, plus intéressant, c'est-à-dire le développement des personnages, chose que je reprochais pas mal à l'œuvre depuis le début. Là, j'ai l'impression qu'on s'attache un peu plus à la psyché des personnages et je sais pas, je trouve que c'est un nouvel élan qui m'intéresse, qui me plaît bien. J'ai hâte de découvrir. On est parti avec le chapitre 17 et 18. Hop. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous pouvez me dire, Lucie, Miss Perrine, Charline, juste un petit message pour me dire si les réglages vidéo et son vous semblent similaires à d'habitude. Parce que, avec mon naturel stressé, n'est-ce pas? Eh bien, le fait qu'il y ait eu une semaine de latence comme ça, une semaine d'attente, je me dis, mince, si ça se trouve, il y a des choses qui ont été changées dans mes réglages. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, Lucie, Charline, Miss Perrine. Merci pour vos retours, ça fait plaisir, je me sens moins seul. Moins seul avec mes névroses. Et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques 40 minutes pour la pause. Chapitre 17. Ces dernières paroles justifiaient les pressentiments des colons. Il y avait dans la vie de ce malheureux quelque funeste passé, expié peut-être aux yeux des hommes, mais dont sa conscience ne l'avait pas encore absous. En tout cas, le coupable avait des remords, il se repentait, et cette main qu'il lui demandait, ses nouveaux amis l'eussent cordialement pressée, mais il ne se sentait pas digne de l'attendre à d'honnêtes gens. Toutefois, après la scène du jaguar, il ne retourna pas dans la forêt et, depuis ce jour, il ne quitta plus l'enceinte de Granite House. Quel était le mystère de cette existence? L'inconnu parlerait-il un jour? C'est ce que l'avenir apprendrait. En tout cas, il fut bien convenu que son secret ne lui serait jamais demandé, et que l'on vivrait avec lui comme si l'on n'eût rien soupçonné.
Pendant quelques jours, la vie commune continua donc d'être ce qu'elle avait été. Cyrus Smith et Gédéon Spilett travaillaient ensemble, tantôt chimistes, tantôt physiciens. Le reporter ne quittait l'ingénieur que pour chasser avec Harbert, car il n'eût pas été prudent de laisser le jeune garçon courir seul la forêt, et il fallait se tenir sur ses gardes. Quant à Nab et à Pencroff, un jour aux étables ou à la passe-cour, un autre au corral, sans compter les travaux à Granite House, il ne manquait pas d'ouvrage. L'inconnu travaillait à l'écart, et il avait repris son existence habituelle, n'assistant point au repas, couchant sous les arbres du plateau, ne se mêlant jamais à ses compagnons. Il semblait vraiment que la société de ceux qui l'avaient sauvé lui fût insupportable. « Mais alors, faisait observer Pencroff, pourquoi a-t-il réclamé le secours de ses semblables? Pourquoi a-t-il jeté ce document à la mer ?»« Il nous le dira, » répondait invariablement Cyrus Smith. « Quand ? Peut-être plus tôt que vous ne le pensez, Pencroff. » Et en effet, le jour des aveux était proche. Le 10 décembre, une semaine après son retour à Granite House, Cyrus Smith vit venir à lui l'inconnu, qui d'une voix calme et d'un ton humble lui dit « Monsieur, j'aurais une demande à vous faire. »« Parlez, » répondit l'ingénieur, « mais auparavant, laissez-moi vous faire une question. » À ces mots, l'inconnu rougit et fut sur le point de se retirer. Cyrus Smith comprit ce qui se passait dans l'âme du coupable, qui craignait sans doute que l'ingénieur ne l'interrogeât sur son passé. Cyrus Smith le retint de la main. « Camarade, » lui dit-il, « non seulement nous sommes pour vous des compagnons, mais nous sommes des amis. Je tenais à vous dire cela. Et maintenant je vous écoute. » L'inconnu passa la main sur ses yeux. Il était pris d'une sorte de tremblement et demeura quelques instants sans pouvoir articuler une parole. « Monsieur, » dit-il enfin, « je viens vous prier de m'accorder une grâce. »« Laquelle ? » ?»« Vous avez à 4 ou 5 miles d'ici, au pied de la montagne, un corral pour vos animaux domestiqués. Ces animaux ont besoin d'être soignés. Voulez-vous me permettre de vivre là-bas avec eux ?» Cyrus Smith regarda pendant quelques instants l'infortuné avec un sentiment de commisération profonde. Puis, « Mon ami, dit-il, le corral n'a que des étables, à peine convenables pour les animaux. Ce sera assez bon pour moi, monsieur. »« Mon ami, reprit Cyrus Smith, nous ne vous contrarierons jamais en rien. Il vous plaît de vivre au corral ? Soit. Vous serez d'ailleurs toujours le bienvenu à Granite House. Mais puisque vous voulez vivre au corral, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que vous y soyez convenablement installés. N'importe comment, j'y serai toujours bien. »« Mon ami, répondit Cyrus Smith, qui insistait à dessein sur cette cordiale appellation. Vous nous laisserez juger de ce que nous devons faire à cet égard. »« Merci, monsieur, répondit l'inconnu en se retirant. L'ingénieur fit aussitôt part à ses compagnons de la proposition qui lui avait été faite, et il fut décidé que l'on construirait au corral une maison de bois, que l'on rendrait aussi confortable que possible. Le jour même, les colons se rendirent au corral avec les outils nécessaires, et la semaine ne s'était pas écoulée que la maison était prête à recevoir son hôte. Elle avait été élevée à une vingtaine de pieds des étables, et de là, il serait facile de surveiller le troupeau de mouflons qui comptait alors plus de 80 têtes. Quelques meubles, couchettes, tables, bancs, armoires, coffres furent fabriqués, et des armes, des munitions, des outils furent transportés au corral. L'inconnu d'ailleurs n'avait point été voir sa nouvelle demeure, et il avait laissé les colons y travailler sans lui, pendant qu'il s'occupait sur le plateau, voulant sans doute mettre la dernière main à sa besogne. Et de fait, grâce à lui, toutes les terres étaient labourées et prêtes à être ensemencées, dès que le moment en serait venu. C'était le 20 décembre que les installations avaient été achevées au corral. L'ingénieur annonça à l'inconnu que sa demeure était prête à le recevoir, et celui-ci répondit qu'il irait y coucher le soir même. Ce soir-là, les colons étaient réunis dans la grande salle de Granite House. Il était alors 8 heures, heure à laquelle leurs compagnons devaient les quitter. Ne voulant pas le gêner en lui imposant par leur présence des adieux qui lui auraient peut-être coûté, ils l'avaient laissé seul et ils étaient remontés à Granite House. Or, ils causaient dans la grande salle depuis quelque temps, quand un coup léger fut frappé à la porte. Presque aussitôt, l'inconnu entra, et sans autre préambule, « Messieurs, dit-il, avant que je vous quitte, il est bon que vous sachiez mon histoire. La voici. » Ces simples mots ne laissèrent pas d'impressionner très vivement Cyrus Smith et ses compagnons. L'ingénieur s'était levé. « Nous ne vous demandons rien, mon ami, dit-il.
C'est votre droit de vous taire. C'est mon devoir de parler. Asseyez-vous donc. Je resterai debout. Nous sommes prêts à vous entendre, répondit Cyrus Smith. L'inconnu se tenait dans un coin de la salle, un peu protégé par la pénombre. Il était tête nue, les bras croisés sur la poitrine, et c'est dans cette posture que, d'une voix sourde, parlant comme quelqu'un qui se force à parler, il fit le récit suivant que ses auditeurs n'interrompirent pas une seule fois. Le 20 décembre 1854, un yacht de plaisance à vapeur, le Duncan, appartenant au laird écossais Lord Glenarvan, jetait l'ancre au cap Bernoulli, sur la côte occidentale de l'Australie à la hauteur du 37e parallèle. À bord de ce yacht étaient Lord Glenarvan, sa femme, un major de l'armée anglaise, un géographe français, une jeune fille et un jeune garçon. Ces deux derniers étaient les enfants du capitaine Grant, dont le navire, le Britannia, avait péri corps et biens une année auparavant. Le Duncan était commandé par le capitaine John Mangles et monté par un équipage de 15 hommes. Voici pourquoi ce yacht se trouvait à cette époque sur les côtes de l'Australie. 6 mois auparavant, une bouteille renfermant un document écrit en anglais, en allemand et en français avait été trouvée dans la mer d'Irlande et ramassée par le Duncan. Ce document portait en substance qu'il existait encore 3 survivants du naufrage du Britannia, que ces survivants étaient le capitaine Grant et 2 de ses hommes, et qu'ils avaient trouvé refuge sur une terre dont le document donnait la latitude, mais dont la longitude, effacée par l'eau de mer, n'était plus lisible. Cette latitude était celle de 37 degrés 11 minutes australes. Donc, la longitude étant inconnue, si l'on suivait ce 37e parallèle à travers les continents et les mers, on était certain d'arriver sur la terre habitée par le capitaine Grant et ses 2 compagnons. L'amirauté anglaise, ayant hésité à entreprendre cette recherche, Lord Glenarvan résolut de tout tenter pour retrouver le capitaine. Mary et Robert Grant avaient été mis en rapport avec lui. Le yacht, le Duncan, fut équipé pour une campagne lointaine à laquelle la famille du Lord et les enfants du capitaine voulurent prendre part, et le Duncan, quittant Glasgow, se dirigea vers l'Atlantique, doubla le détroit de Magellan et remonta par le Pacifique jusqu'à la Patagonie, où, suivant une première interprétation du document, on pouvait supposer que le capitaine Grant était prisonnier des indigènes. Le Duncan débarqua ses passagers sur la côte occidentale de la Patagonie et repartit pour les reprendre sur la côte orientale, au cap Corrientes. Lord Glenarvan traversa la Patagonie en suivant le 37e parallèle, et n'ayant trouvé aucune trace du capitaine, il se rembarqua le 13 novembre afin de poursuivre ses recherches à travers l'océan. Après avoir visité sans succès les îles Tristan d'Acunha et d'Amsterdam, situées sur son parcours, le Duncan, ainsi que je l'ai dit, arriva au cap Bernoulli, sur la côte australienne, le 20 décembre 1854. L'intention de Lord Glenarvan était de traverser l'Australie comme il avait traversé l'Amérique, et il débarqua. À quelques miles du rivage était établie une ferme, appartenant à un Irlandais, qui offrit l'hospitalité aux voyageurs. Lord Glenarvan fit connaître à cet Irlandais les raisons qui l'avaient amené dans ces parages, et il lui demanda s'il avait connaissance qu'un trois-mâts anglais, le Britannia, se fût perdu depuis moins de 2 ans sur la côte ouest de l'Australie. L'Irlandais n'avait jamais entendu parler de ce naufrage, mais à la grande surprise des assistants, un des serviteurs de l'Irlandais intervenant dit « My Lord, louez et remerciez Dieu. Si le capitaine Grant est encore vivant, il est vivant sur la terre australienne. » « Qui êtes-vous » demanda Lord Glenarvan. « Un Écossais comme vous, my lord, » répondit cet homme, « et je suis un des compagnons du capitaine Grant, un des naufragés du Britannia. » Cet homme s'appelait Ayrton. C'était en effet le contremaître du Britannia, ainsi que le témoignaient ses papiers. Mais séparé du capitaine Grant au moment où le navire se brisait sur les récifs, il avait cru jusqu'alors que son capitaine avait péri avec tout l'équipage, et qu'il était lui, Ayrton, seul survivant du Britannia. Seulement, ajouta-t-il, ce n'est pas sur la côte ouest, mais sur la côte est de l'Australie que le Britannia s'est perdu, et si le capitaine Grant est vivant encore, comme l'indique le document, il est prisonnier des indigènes australiens, et c'est sur l'autre côte qu'il faut le chercher. Cet homme, en parlant ainsi, avait la voix franche, le regard assuré. On ne pouvait douter de ses paroles. L'Irlandais, qui l'avait à son service depuis plus d'1 an, en répondait. Lord Glenarvan crut à la loyauté de cet homme, et, grâce à ses conseils, il résolut de traverser l'Australie en suivant le 37e parallèle. Lord Glenarvan, sa femme, les 2 enfants, le major, le français, le capitaine Mangles et quelques matelots
devait composer la petite troupe sous la conduite d'Ayrton, tandis que le Duncan, aux ordres du second Tom Austin, allait se rendre à Melbourne, où il attendrait les instructions de Lord Glenarvan. Ils partirent le 23 décembre 1854. Il est temps de dire que cet Ayrton était un traître. C'était en effet le contremaître du Britannia, mais, à la suite de discussions avec son capitaine, il avait essayé d'entraîner son équipage à la révolte et de s'emparer du navire, et le capitaine Grant l'avait débarqué le 8 avril 1852 sur la côte ouest de l'Australie. Puis il était reparti en l'abandonnant, ce qui n'était que justice. Ainsi, ce misérable ne savait rien du naufrage du Britannia. Il venait de l'apprendre par le récit de Glenarvan. Depuis son abandon, il était devenu, sous le nom de Ben Joyce, le chef de convicts évadés, et s'il soutint impudemment que le naufrage avait eu lieu sur la côte est, s'il poussa Lord Glenarvan à se lancer dans cette direction, c'est qu'il espérait le séparer de son navire, s'emparer du Duncan et faire de ce yacht un pirate du Pacifique. Ici, l'inconnu s'interrompit un instant. Sa voix tremblait, mais il reprit en ces termes. L'expédition partit et se dirigea à travers la terre australienne. Elle fut naturellement malheureuse, puisque Ayrton ou Ben Joyce, comme on voudra l'appeler, la dirigeait, tantôt précédée, tantôt suivie de sa bande de convicts, qui avaient été prévenus du coup à faire. Cependant, le Duncan avait été envoyé à Melbourne pour s'y réparer. Il s'agissait donc de décider Lord Glenarvan à lui donner l'ordre de quitter Melbourne et de se rendre sur la côte est de l'Australie, où il serait facile de s'en emparer. Après avoir conduit l'expédition assez près de cette côte, au milieu de vastes forêts, où toute ressource manquait, Ayrton obtint une lettre qu'il s'était chargé de porter au second du Duncan, lettre qui donnait l'ordre au yacht de se rendre immédiatement sur la côte est, à la baie de Twofold, c'est-à-dire à quelques journées de l'endroit où l'expédition s'était arrêtée. C'était là qu'Ayrton avait donné rendez-vous à ses complices. Au moment où cette lettre allait lui être remise, le traître fut démasqué et n'eut plus qu'à fuir. Mais cette lettre, qui devait lui livrer le Duncan, il fallait l'avoir à tout prix. Ayrton parvint à s'en emparer et, 2 jours après, il arrivait à Melbourne. Jusqu'alors, le criminel avait réussi dans ses odieux projets. Il allait pouvoir conduire le Duncan à cette baie de Twofold, où il serait facile aux convicts de s'en emparer, et son équipage massacré, Ben Joyce deviendrait le maître de ses mers. Dieu devait l'arrêter au dénouement de ses funestes desseins. Ayrton, arrivé à Melbourne, remit la lettre au second, Tom Austin, qui en prit connaissance et appareilla aussitôt. Mais que l'on juge du désappointement et de la colère d'Ayrton, quand le lendemain de l'appareillage, il apprit que le second conduisait le navire non sur la côte est de l'Australie, à la baie de Twofold, mais bien sur la côte est de la Nouvelle-Zélande. Il voulut s'y opposer. Austin lui montra la lettre. Et en effet, par une erreur providentielle du géographe français qui avait rédigé cette lettre, la côte est de la Nouvelle-Zélande était indiquée comme lieu de destination. Tous les plans d'Ayrton échouaient. Il voulut se révolter. On l'enferma. Il fut donc emmené sur la côte de la Nouvelle-Zélande, ne sachant plus ni ce que deviendraient ses complices, ni ce que deviendrait Lord Glenarvan. Le Duncan resta à croiser sur cette côte jusqu'au 3 mars. Ce jour-là, Ayrton entendit des détonations. C'étaient les caronades du Duncan qui faisaient feu et, bientôt, Lord Glenarvan et tous les siens arrivaient à bord. Voici ce qui s'était passé. Après 1000 fatigues, 1000 dangers, Lord Glenarvan avait pu achever son voyage et arriver à la côte est de l'Australie, sur la baie de Twofold. Pas de Duncan. Il télégraphia à Melbourne. On lui répondit « Duncan parti depuis le 18, courant pour une destination inconnue ». Lord Glenarvan ne put plus penser qu'une chose, c'est que l'honnête yacht était tombé aux mains de Ben Joyce et qu'il était devenu un navire de pirates. Cependant, Lord Glenarvan ne voulut pas abandonner la partie. C'était un homme intrépide et généreux. Il s'embarqua sur un navire marchand, se fit conduire à la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, la traversa sur le 37e parallèle, sans rencontrer aucune trace du capitaine Grant. Mais, sur l'autre côte, à sa grande surprise, et par la volonté du ciel, il retrouva le Duncan, sous les ordres du second, qui l'attendait depuis 5 semaines. On était au 3 mars 1855. Lord Glenarvan était donc à bord du Duncan, mais Ayrton y était aussi. Il comparut devant le lord, qui voulut tirer de lui tout ce que le bandit pouvait savoir au sujet du capitaine Grant. Ayrton refusa de parler.
Lord Glenarvan lui dit alors qu'à la première relâche, on le remettrait aux autorités anglaises. Ayrton resta muet. Le Duncan reprit la route du 37e parallèle. Cependant, Lady Glenarvan entreprit de vaincre la résistance du bandit. Enfin, son influence l'emporta et Ayrton, en échange de ce qu'il pourrait dire, proposa à Lord Glenarvan de l'abandonner sur une des îles du Pacifique au lieu de le livrer aux autorités anglaises. Lord Glenarvan, décidé à tout pour apprendre ce qui concernait le capitaine Grant, y consentit. Ayrton raconta alors toute sa vie, et il fut constant qu'il ne savait rien depuis le jour où le capitaine Grant l'avait débarqué sur la côte australienne. Néanmoins, Lord Glenarvan tint la parole qu'il avait donnée. Le Duncan continua sa route et arriva à l'île Tabor. C'était là qu'Ayrton devait être déposé, et ce fut là aussi que, par un vrai miracle, on retrouva le capitaine Grant et ses 2 hommes précisément sur ce 37e parallèle. Le convict allait donc les remplacer sur cet îlot désert, et voici, au moment où il quitta le yacht, les paroles que prononça Lord Glenarvan. « Ici, Ayrton, vous serez éloigné de toute terre et sans communication possible avec vos semblables. Vous ne pourrez fuir cet îlot où le Duncan vous laisse. Vous serez seul, sous l'œil d'un dieu qui lit au plus profond des cœurs, mais vous ne serez ni perdu, ni ignoré comme le fut le capitaine Grant. Si indigne que vous soyez du souvenir des hommes, les hommes se souviendront de vous. Je sais où vous êtes, Ayrton, et je sais où vous trouvez. Je ne l'oublierai jamais. » Et le Duncan, appareillant, disparut bientôt. On était au 18 mars 1855. Ayrton était seul, mais ni les munitions, ni les armes, ni les outils, ni les graines ne lui manquaient. À lui, le convict, à sa disposition était la maison construite par l'honnête capitaine Grant. Il n'avait qu'à se laisser vivre et à expier dans l'isolement les crimes qu'il avait commis. Messieurs, il se repentit. Il eut honte de ses crimes, et il fut bien malheureux. Il se dit que si les hommes venaient le rechercher un jour sur cet îlot, il fallait qu'il fût digne de retourner parmi eux. Comme il souffrit, le misérable, comme il travailla pour se refaire par le travail, comme il pria pour se régénérer par la prière. Pendant 2 ans, 3 ans, ce fut ainsi. Mais Ayrton, abattu par l'isolement, regardant toujours si quelque navire ne paraîtrait pas à l'horizon de son île, se demandant si le temps d'expiation était bientôt complet, souffrait comme on n'a jamais souffert. Ah, quelle est dure cette solitude, pour une âme que rongent les remords. Mais sans doute le ciel ne le trouvait pas assez puni, le malheureux, car il sentit peu à peu qu'il devenait un sauvage. Il sentit peu à peu l'abrutissement le gagner. Il ne peut vous dire si ce fut après 2 ou 4 ans d'abandon, mais enfin, il devint le misérable que vous avez trouvé. Je n'ai pas besoin de vous dire, messieurs, que Ayrton, ou Bain Choice, et moi, nous ne faisons qu'un. Cyrus Smith et ses compagnons s'étaient levés à la fin de ce récit. Il est difficile de dire à quel point ils étaient émus. Tant de misère, tant de douleur et de désespoir étalés à nu devant eux. « Ayrton, dit alors Cyrus Smith, vous avez été un grand criminel, mais le ciel doit certainement trouver que vous avez expié vos crimes. Il l'a prouvé en vous ramenant parmi vos semblables. Ayrton, vous êtes pardonné. Et maintenant, voulez-vous être notre compagnon ?» Ayrton s'était reculé. « Voici ma main, dit l'ingénieur. » Ayrton se précipita sur cette main que lui tendait Cyrus Smith, et de grosses larmes coulèrent de ses yeux. « Voulez-vous vivre avec nous » demanda Cyrus Smith. « Monsieur Smith, laissez-moi quelque temps encore, » répondit Ayrton. « Laissez-moi seul dans cette habitation du corral. »« Comme vous le voudrez, Ayrton, » répondit Cyrus Smith. Ayrton allait se retirer quand l'ingénieur lui adressa une dernière question. « Un mot encore, mon ami. Puisque votre dessein était de vivre isolé, pourquoi avez-vous donc jeté à la mer ce document qui nous a mis sur vos traces ?»« Un document ?» répondit Ayrton, qui paraissait ne pas savoir de ce dont on lui parlait. « Oui, ce document enfermé dans une bouteille que nous avons trouvé et qui donnait la situation exacte de l'île Tabor. » Ayrton passa sa main sur son front, puis, après avoir réfléchi, « Je n'ai jamais jeté de document à la mer ?» répondit-il. « Jamais ?» s'écria Pencroff. « Jamais !» Et Ayrton, s'inclinant, regagna la porte et partit. Chapitre 18. Le pauvre homme,
dit Harbert, qui, après s'être élancé vers la porte, revint après avoir vu Ayrton glisser par la corde de l'ascenseur et disparaître au milieu de l'obscurité. « Il reviendra, » dit Cyrus Smith. « Ah ça, monsieur Smith, monsieur Cyrus !» s'écria Pencroff. « Qu'est-ce que cela veut dire? Comment? Ce n'est pas Ayrton qui a jeté cette bouteille à la mer? Mais qui donc, alors ?» À coup sûr, si jamais question dut être faite, c'était bien celle-là. « C'est lui, » répondit Nab. « Seulement le malheureux était déjà à demi fou. »« Oui, » dit Harbert, « et il n'avait plus conscience de ce qu'il faisait. »« Cela ne peut s'expliquer qu'ainsi, mes amis, » répondit vivement Cyrus Smith. « Et je comprends maintenant qu'Ayrton ait pu indiquer exactement la situation de l'île Tabor, puisque les événements mêmes qui avaient précédé son abandon dans l'île la lui faisaient connaître. »« Cependant, » fit observer Pencroff, « s'il n'était pas encore une brute au moment où il rédigeait son document, et s'il y a 7 ou 8 ans qu'il l'a jeté à la mer, comment ce papier n'a-t-il pas été altéré par l'humidité ?»« Cela prouve, » répondit Cyrus Smith, « qu'Ayrton n'a été privé d'intelligence qu'à une époque beaucoup plus récente qu'il ne le croit. »« Il faut bien qu'il en soit ainsi, » répondit Pencroff, « sans quoi la chose serait inexplicable. »« Inexplicable, en effet, » répondit l'ingénieur, qui semblait ne pas vouloir prolonger cette conversation. « Mais Ayrton a-t-il dit la vérité ?» demanda le marin. « Oui, » répondit le reporter. « L'histoire qu'il a racontée est vraie de tout point. Je me rappelle fort bien que les journaux ont rapporté la tentative faite par Lord Glenarvan et le résultat qu'il avait obtenu. »« Ayrton a dit la vérité, » ajouta Cyrus Smith. « N'en doutez pas, Pencroff, car elle était assez cruelle pour lui. On dit vrai quand on s'accuse ainsi. » Le lendemain, 21 décembre, les colons étaient descendus à la grève, et ayant gravi le plateau, ils n'y trouvèrent plus Ayrton. Ayrton avait gagné pendant la nuit sa maison du corral, et les colons jugèrent bon de ne point l'importuner de leur présence. Le temps ferait sans doute ce que les encouragements n'avaient pu faire. Harbert, Pencroff et Nab reprirent alors leurs occupations accoutumées. Précisément ce jour-là, les mêmes travaux réunirent Cyrus Smith et le reporter à l'atelier des cheminées. « Savez-vous, mon cher Cyrus, dit Gédéon Spilett, que l'explication que vous avez donnée hier au sujet de cette bouteille ne m'a pas satisfait du tout. Comment admettre que ce malheureux ait pu écrire ce document et jeter cette bouteille à la mer, sans en avoir aucunement gardé le souvenir? Aussi n'est-ce pas lui qui l'a jeté, mon cher Spilett. Alors, vous croyez encore? Je ne crois rien, je ne sais rien, répondit Cyrus Smith, en interrompant le reporter. Je me contente de ranger cet incident parmi ceux que je n'ai pu expliquer jusqu'à ce jour. En vérité, Cyrus, dit Gédéon Spilett, ces choses sont incroyables. Votre sauvetage, la caisse échouée sur le sable, les aventures de Top, cette bouteille enfin. N'aurons-nous donc jamais le mot de ces énigmes? Si, répondit vivement l'ingénieur, si, quand je devrais fouiller cette île jusque dans ses entrailles. Le hasard nous donnera peut-être la clé de ce mystère. Le hasard, Spilett, je ne crois guère au hasard, pas plus que je ne crois aux mystères en ce monde. Il y a une cause à tout ce qui se passe d'inexplicable ici, et, cette cause, je la découvrirai. Mais en attendant, observons et travaillons. Le mois de janvier arriva. C'était l'année 1867 qui commençait. Les travaux d'été furent menés assidûment. Pendant les jours qui suivirent, Harbert et Gédéon Spilett, étant allés du côté du corral, purent constater qu'Ayrton avait pris possession de la demeure qui lui avait été préparée. Il s'occupait du nombreux troupeau confié à ses soins, et il devait épargner à ses compagnons la fatigue de venir tous les 2 ou 3 jours visiter le corral. Cependant, afin de ne plus laisser Ayrton trop longtemps isolé, les colons lui faisaient assez souvent visite. Il n'était pas indifférent non plus, étant donné certains soupçons que partageaient l'ingénieur et Gédéon Spilett, que cette partie de l'île fût soumise à une certaine surveillance, et Ayrton, si quelque incident survenait, ne négligerait pas d'en informer les habitants de Granite House. Cependant, il pouvait se faire que l'incident fût subi et exigeât d'être rapidement porté à la connaissance de l'ingénieur. En dehors même de tout fait se rapportant au mystère de l'île Lincoln, bien d'autres pouvaient se produire qui eussent appelé une prompte intervention des colons, telle que l'apparition d'un navire passant au large et en vue de la côte occidentale, un naufrage sur les atterrages de l'Ouest, l'arrivée possible de pirates, etc. Aussi Cyrus Smith résolut-il de mettre le corral en communication instantanée avec Granite House. Ce fut le 10 janvier qu'il fit part de son projet à ses compagnons. « Ah ça!
Comment allez-vous vous y prendre, monsieur Cyrus demanda Pencroff. Est-ce que par hasard vous songeriez à installer un télégraphe? Précisément, répondit l'ingénieur. Électrique s'écria Harbert. Électrique, répondit Cyrus Smith. Nous avons tous les éléments nécessaires pour confectionner une pile, et le plus difficile sera d'étirer des fils de fer, mais au moyen d'une filière, je pense que nous en viendrons à bout. Eh bien, après cela, répliqua le marin, je ne désespère plus de nous voir un jour rouler en chemin de fer. On se mit donc à l'ouvrage, en commençant par le plus difficile, c'est-à-dire par la confection des fils, car si on eût échoué, il devenait inutile de fabriquer la pile et autres accessoires. Le fer de l'île Lincoln, on le sait, était de qualité excellente, et par conséquent très propre à se laisser étirer. Cyrus Smith commença par fabriquer une filière, c'est-à-dire une plaque d'acier, qui fut percée de trous coniques de divers calibres, qui devaient amener successivement le fil au degré de ténuité voulu. Cette pièce d'acier, après avoir été trempée, de tout son dur, comme on dit en métallurgie, fut fixée d'une façon inébranlable sur un bâti solidement enfoncé dans le sol, à quelques pieds seulement de la grande chute, dont l'ingénieur allait encore utiliser la force motrice. En effet, là était le moulin à foulon, qui ne fonctionnait pas alors, mais dont l'arbre de couche, mu avec une extrême puissance, pouvait servir à étirer le fil en l'enroulant autour de lui. L'opération fut délicate et demanda beaucoup de soin. Le fer, préalablement préparé en longues et minces tiges, dont les extrémités avaient été amincies à la lime, ayant été introduit dans le grand calibre de la filière, fut étiré par l'arbre de couche, enroulé sur une longueur de 25 à 30 pieds, puis déroulé et représenté successivement au calibre de moindre diamètre. Finalement, l'ingénieur obtint des fils longs de 40 à 50 pieds, qu'il était facile de raccorder et de tendre sur cette distance de 5 miles qui séparait le corral de l'enceinte de Granite House. Il ne fallut que quelques jours pour mener à bien cette besogne, et même dès que la machine eut été mise en train, Cyrus Smith laissa ses compagnons faire le métier de tréfileur et s'occupa de fabriquer sa pile. Il s'agissait, dans l'espèce, d'obtenir une pile à courant constant. On sait que les éléments des piles modernes se composent généralement de charbon de cornue, de zinc et de cuivre. Le cuivre manquait absolument à l'ingénieur, qui, malgré ses recherches, n'en avait pas trouvé trace dans l'île Lincoln, et il fallait s'en passer. Le charbon de cornue, c'est-à-dire ce dur graphite qui se trouve dans les cornues des usines à gaz, après que la houille a été déshydrogénée, on eût pu le produire, mais il eût fallu installer des appareils spéciaux, ce qui aurait été une grosse besogne. Quant au zinc, on se souvient que la caisse trouvée à la pointe de l'épave était doublée d'une enveloppe de ce métal, qui ne pouvait pas être mieux utilisée que dans cette circonstance. Cyrus Smith, après mûre réflexion, résolut donc de fabriquer une pile très simple, se rapprochant de celle que Becquerel imagina en 1820 et dans laquelle le zinc est uniquement employé. Quant aux autres substances, acide azotique et potasse, tout cela était à sa disposition. Voici donc comment fut composée cette pile, dont les effets devaient être produits par la réaction de l'acide et de la potasse l'un sur l'autre. Un certain nombre de flacons de verre furent fabriqués et remplis d'acide azotique. L'ingénieur les boucha au moyen d'un bouchon que traversait un tube de verre fermé à son extrémité inférieure et destiné à plonger dans l'acide au moyen d'un tampon d'argile maintenu par un linge. Dans ce tube, par son extrémité supérieure, il versa alors une dissolution de potasse qu'il avait préalablement obtenue par l'incinération de diverses plantes, et, de cette façon, l'acide et la potasse purent réagir l'un sur l'autre à travers l'argile. Cyrus Smith prit ensuite 2 lames de zinc, dont l'une fut plongée dans l'acide azotique, l'autre dans la dissolution de potasse. Aussitôt, un courant se produisit, qui alla de la lame du flacon à celle du tube, et ces 2 lames ayant été reliées par un fil métallique, la lame du tube devint le pôle positif et celle du flacon le pôle négatif de l'appareil. Chaque flacon produisit donc autant de courant qui, réunis, devait suffire à provoquer tous les phénomènes de la télégraphie électrique. Tel fut l'ingénieux et très simple appareil que construisit Cyrus Smith, appareil qui allait lui permettre d'établir une communication télégraphique entre Granite House et le corral. Ce fut le 6 février que fut commencée la plantation des poteaux, munis d'isoloirs en verre et destinés à supporter le fil qui devait suivre la route du corral.
Quelques jours après, le fil était tendu, prêt à produire avec une vitesse de 100 000 km par seconde le courant électrique que la Terre se chargerait de ramener à son point de départ. Deux piles avaient été fabriquées, l'une pour Granite House, l'autre pour le Coral, car si le Coral devait communiquer avec Granite House, il pouvait être utile aussi que Granite House communiquât avec le Coral. Quant au récepteur et au manipulateur, ils furent très simples. Aux deux stations, le fil s'enroulait sur un électroaimant, c'est-à-dire sur un morceau de fer doux entouré d'un fil. La communication était-elle établie entre les deux pôles, le courant partant du pôle positif traversait le fil, passait dans l'électroaimant, qui s'aimantait temporairement et revenait par le sol au pôle négatif. Le courant était-il interrompu, l'électroaimant se désaimantait aussitôt. Il suffisait donc de placer une plaque de fer doux devant l'électroaimant qui attirait pendant le passage du courant, retombait quand le courant était interrompu. Ce mouvement de la plaque ainsi obtenu, Cyrus Smith put très facilement y rattacher une aiguille disposée sur un cadran qui portait en exergue les lettres de l'alphabet et, de cette façon, correspondre d'une station à l'autre. Le tout fut complètement installé le 12 février. Ce jour-là, Cyrus Smith, ayant lancé le courant à travers le fil, demanda si tout allait bien au Coral et reçut, quelques instants après, une réponse satisfaisante d'Ayrton. Pencroff ne se tenait pas de joie, et chaque matin et chaque soir il lançait un télégramme au Coral, qui ne restait jamais sans réponse. Ce mode de communication présenta deux avantages très réels. D'abord parce qu'il permettait de constater la présence d'Ayrton au Coral, et ensuite parce qu'il ne le laissait pas dans un complet isolement. D'ailleurs, Cyrus Smith ne laissait jamais passer une semaine sans l'aller voir, et Ayrton venait de temps en temps à Granite House, où il trouvait toujours bon accueil. La belle saison s'écoula ainsi au milieu des travaux habituels. Les ressources de la colonie, particulièrement en légumes et en céréales, s'accroissaient de jour en jour, et les plans rapportés de l'île Tabor avaient parfaitement réussi. Le plateau de Grande Vue présentait un aspect très rassurant. La 4e récolte de blé avait été admirable, et, on le pense bien, personne ne s'avisa de compter si les 400 milliards de gains figuraient à la moisson. Figuraient à la moisson. Cependant, Pencroff avait eu l'idée de le faire, mais Cyrus Smith, lui ayant appris que, quand bien même il parviendrait à compter 300 grains par minute, soit 9000 à l'heure, il lui faudrait environ 5500 ans pour achever son opération, le brave marin crut devoir y renoncer. Le temps était magnifique, la température très chaude dans la journée. Mais le soir, les brises du large venaient tempérer les ardeurs de l'atmosphère et procurer des nuits fraîches aux habitants de Granite House. Cependant, il y eut quelques orages qui, s'ils n'étaient pas de longue durée, tombaient du moins sur l'île Lincoln avec une force extraordinaire. Durant quelques heures, les éclairs ne cessaient d'embraser le ciel et les roulements du tonnerre ne discontinuaient pas. Vers cette époque, la petite colonie était extrêmement prospère. Les hôtes de la basse-cour pullulaient et l'on vivait sur son trop-plein, car il devenait urgent de ramener sa population à un chiffre plus modéré. Les porcs avaient déjà produit des petits, et l'on comprend que les soins à donner à ces animaux absorbaient une grande partie du temps de Nab et de Pencroff. Les onaggas, qui avaient donné 2 jolies bêtes, étaient le plus souvent montés par Gédéon Spilett et Harbert, devenu un excellent cavalier sous la direction du reporter, et on les attelait aussi au chariot, soit pour transporter à Granite House le bois et la houille, soit les divers produits minéraux que l'ingénieur employait. Plusieurs reconnaissances furent poussées, vers cette époque, jusque dans les profondeurs des forêts du Far West. Les explorateurs pouvaient s'y hasarder sans avoir à redouter les excès de la température, car les rayons solaires perçaient à peine l'épaisse ramure qui s'enchevêtrait au-dessus de leur tête. Ils visitèrent ainsi toute la rive gauche de la Mercy, que bordait la route qui allait du Coral à l'embouchure de la rivière de la Chute. Mais pendant ces excursions, les colons eurent soin d'être bien armés, car ils rencontraient fréquemment certains sangliers, très sauvages et très féroces, contre lesquels il fallait lutter sérieusement. Il y fut aussi fait pendant cette saison une guerre terrible aux jaguars. Gédéon Spilett leur avait voué une haine toute spéciale, et son élève Harbert le secondait bien. Armé comme il l'était, il ne redoutait guère la rencontre de l'un de ces fauves. La hardiesse d'Harbert était superbe, et le sang-froid du reporter étonnant.
Aussi, une vingtaine de magnifiques peaux ornaient-elles déjà la grande salle de Granite House, et si cela continuait, la race des jaguars serait bientôt éteinte dans l'île, but que poursuivaient les chasseurs. L'ingénieur prit part quelquefois à diverses reconnaissances qui furent faites dans les portions inconnues de l'île, qu'il observait avec une minutieuse attention. C'étaient d'autres traces que celles des animaux qu'il cherchait dans les portions les plus épaisses de ces vastes bois, mais jamais rien de suspect n'apparut à ses yeux. Ni Top, ni Jup, qui l'accompagnaient, ne laissaient pressentir par leur attitude qu'il y eût rien d'extraordinaire, et pourtant, plus d'une fois encore, le chien aboya à l'orifice de ce puits que l'ingénieur avait exploré sans résultat. Ce fut à cette époque que Gédéon Spilett, aidé d'Harbert, prit plusieurs revues des parties les plus pittoresques de l'île, au moyen de l'appareil photographique qui avait été trouvé dans la caisse et dont on n'avait pas fait usage jusqu'alors. Cet appareil, muni d'un puissant objectif, était très complet. Substances nécessaires à la reproduction photographique, collodion pour préparer la plaque de verre, nitrate d'argent pour la sensibiliser, hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner l'épreuve positive, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière, rien ne manquait. Les papiers mêmes étaient là, tout chlorurés, et avant de les poser dans le châssis sur les épreuves négatives, il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu d'eau. Le reporter et son aide devinrent donc en peu de temps d'habiles opérateurs, et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage, telles que l'ensemble de l'île pris du plateau de grande vue, avec le mont Franklin à l'horizon, l'embouchure de la Mercy, si pittoresquement encadrée dans ces hautes roches, la clairière et le corral adossés aux premières croupes de la montagne, tout le développement si curieux du cap Griffe, de la pointe de l'épave, etc. Les photographes n'oublièrent pas de faire le portrait de tous les habitants de l'île, sans excepter personne. « Ça peuple », disait Pencroff. Et le marin était enchanté de voir son image, fidèlement reproduite, orner les murs de Granite House, et il s'arrêtait volontiers devant cette exposition comme il eût fait aux plus riches vitrines de Broadway. Mais, il faut le dire, le portrait le mieux réussi fut incontestablement celui de Maître Jup. Maître Jup avait posé avec un sérieux impossible à décrire, et son image était parlante. « On dirait qu'il va faire la grimace !» s'écriait Pencroff. Et si Maître Jup n'eût pas été content, c'est qu'il aurait été bien difficile. Mais il l'était, et il contemplait son image d'un air sentimental, qui laissait percer une légère dose de fatuité. Les grandes chaleurs de l'été se terminèrent avec le mois de mars. Le temps fut quelquefois pluvieux, mais l'atmosphère était chaude encore. Ce mois de mars, qui correspond au mois de septembre des latitudes boréales, ne fut pas aussi beau qu'on aurait pu l'espérer. Peut-être annonçait-il un hiver précoce et rigoureux. On put même croire un matin, le 21, que les premières neiges avaient fait leur apparition. En effet, Harbert, s'étant mis de bonne heure à l'une des fenêtres de Granite House, s'écria « Tiens, l'îlot est couvert de neige !»« De la neige à cette époque ?» répondit le reporter qui avait rejoint le jeune garçon. Leurs compagnons furent bientôt près d'eux, et ils ne purent constater qu'une chose, c'est que non seulement l'îlot, mais toute la grève, au bas de Granite House, était couverte d'une couche blanche, uniformément répandue sur le sol. « C'est bien de la neige, » dit Pencroff. « Ou cela lui ressemble beaucoup, » répondit Nab. « Mais le thermomètre marque 58 degrés. 14 degrés centigrades au-dessus de zéro, » fit observer Gédéon Spilett. Cyrus Smith regardait la nappe blanche sans se prononcer, car il ne savait vraiment pas comment expliquer ce phénomène à cette époque de l'année et par une telle température. « Mille diables !» s'écria Pencroff. « Nos plantations vont être gelées !» Et le marin se disposait à descendre quand il fut précédé par l'agile Jup qui se laissa couler jusqu'au sol. Mais Laurent n'avait pas touché terre que l'énorme couche de neige se soulevait et s'éparpillait dans l'air en flocons tellement innombrables que la lumière du soleil en fut voilée pendant quelques minutes. « Des oiseaux !» s'écria Harbert. C'étaient en effet des essaims d'oiseaux de mer, au plumage d'un blanc éclatant. Ils s'étaient abattus par centaines de milles sur l'îlot et sur la côte, et ils disparurent au loin, laissant les colons ébahis comme s'ils eussent assisté à un changement à vue qui eût fait succéder l'été à l'hiver dans un décor de féerie. Malheureusement, le changement avait été si subit que ni le reporter ni le jeune garçon ne parvinrent à abattre un de ces oiseaux dont ils ne purent reconnaître l'espèce. Quelques jours après, c'était le 26 mars, et il y avait 2 ans que les naufragés de l'air avaient été jetés sur l'île Lincoln.
Et c'est la fin du chapitre 18. Hop. Nous marquons une courte pause. Voilà. Voilà. Il a suffi en fait d'une semaine pour que j'oublie carrément à quel point la lecture était ardue. Vraiment, là on arrive quasiment sur 1 heure de live déjà et je n'en reviens pas. Punaise, je vous avoue que la lecture elle est vraiment compliquée sur l'île mystérieuse et que je suis assez pressé de passer sur une œuvre prochaine. Non pas que je n'aime pas particulièrement l'île mystérieuse, mais tout simplement parce que je pourrais retrouver une organisation de lecture un peu différente, c'est-à-dire ne pas porter un énorme bousin à bout de bras, ne pas faire 2 fois 40 minutes de lecture pour lire un chapitre, enfin 2 chapitres en vérité, mais bref, vous avez compris que je puisse reprendre une organisation de lecture un petit peu différente, un petit peu à la manière de mes anciens lives, tout simplement parce que voilà, ce livre est tellement massif que je suis obligé de me mettre un peu sur un régime, un débit un peu plus rapide, et que c'est pas mal éprouvant pour les cordes vocales. J'ai vraiment du mal là. Ce soir, Jules nous présente un DIY, fabrication d'une pile et d'un télégraphe. Mais ouais, mais alors, bon, on est d'accord que ça continue à être un petit peu trop, genre. Là, vraiment, je suis en mode, non, mais c'est pas possible de faire ça à 4 personnes sur une île, enfin, ouais. Je sais pas, je trouve c'est trop. Franchement, ça, c'est le genre de passages qui ont tendance à me sortir un peu de l'œuvre, personnellement. Parce que je conçois que ça puisse avoir un effet waouh, que ça puisse avoir un effet waouh, regarde toutes ses connaissances, regarde le mec, il connaît trop de choses, il est capable de trop de choses. Mais moi, j'avoue que j'ai vraiment l'effet juste, c'est pas crédible. J'ai vraiment l'effet, c'est pas crédible, c'est pas cohérent, c'est pas possible de connaître autant de choses dans autant de domaines diversifiés, d'avoir toutes les ressources disponibles, et en plus d'avoir le savoir-faire d'utiliser ces ressources et voilà, de réussir à transformer ces connaissances en, en expérience pure. Euh, ouais, en fait, c'est ça. Plutôt comme s'il n'avait pas besoin d'expérience, quoi. Comme si, bah, c'est bon, j'ai la connaissance, je sais tout faire, quoi. Bon, moi, je continue à trouver ça un peu trop, et j'avoue que ça me sort de plus en plus de l'histoire parce que, au fur et à mesure que l'histoire avance, c'est des avancées de plus en plus hallucinantes et qui me semblent de plus en plus grosses, quoi. Franchement, je sais pas, peut-être que je suis delusional. Peut-être que, peut-être que ça serait possible. Peut-être qu'une personne ou un groupe de personnes très dévouées et très connaisseuses de tas de choses serait capable de faire ça. Mais moi, là, je trouve que c'est vraiment trop. Je trouve que c'est pas crédible. Je sais pas. J'arrive plus à m'enlever cette idée de la tête maintenant quand je suis confronté à une scène de Cyrus Smith qui fait sa science, qui étale sa science entre guillemets, et qui dit bon, on va faire ça. Ouais. J'avoue que j'arrive plus à être trop exalté par ces passages-là. Par contre, je suis plus intéressé, encore une fois, par le côté social, le côté développement des personnages, le côté Ayrton qui s'installe, mais un peu comme une sorte de voisin, qui n'ose pas se mêler presque à la communauté parce qu'il est rongé par la honte ou ce genre de choses. J'ai bien aimé le fait qu'il raconte son histoire au groupe, le fait que le groupe l'accepte, même si je trouve que le groupe, même avant de connaître son histoire, l'a accepté ultra facilement. Et je me dis, mais ça aurait pu être un criminel gravissime, etc. Et vous l'avez très très vite intégré. En fait, c'est ça le truc, c'est que je me dis, ça aurait pu être un danger direct pour vous. Et vous l'avez très très vite intégré sans savoir ce qui s'était passé. En l'occurrence, en sachant, je comprends un peu mieux qu'il l'accepte, encore que. Encore que, il avait quand même des sombres projets. Il voulait un peu niquer plusieurs personnes pour lui se mettre bien. Enfin, je sais pas.
Je trouve que c'est un peu léger, mais bon, je peux un peu comprendre aussi l'élan de certaines personnes. Moi, je pense que je serais comme ça, et je pense que du coup, je mourrais très vite en épreuve de fin du monde. Moi, je pense qu'il y a une fin du monde. J'essaie d'entrer en contact avec tous les gens possibles et d'organiser un truc et tout, d'organiser une espèce de petite communauté. Et du coup, je pense que je me fais tuer très très vite par quelqu'un qui n'a pas confiance en les autres et qui se dirait c'est la fin du monde, faut faire confiance à personne. Donc bon, je peux comprendre aussi cette manière de penser à la Cyrus Smith. Euh, Ouais, ouais, c'est des passages qui m'interrogent, mais qui me plaisent davantage, on va dire, que le côté purement invention. Et après, le fait qu'il y ait la petite discussion entre Gédéon Spilett et Cyrus Smith sur le fait qu'il y a plein d'événements depuis le début de l'œuvre qui n'ont pas encore trouvé d'explication valide, acceptable, d'explication satisfaisante, ça me plaît beaucoup. Parce que, encore une fois, ça met l'emphase sur le côté mystère de l'île. Et ça, je suis très très chaud. J'espère vraiment que ça va être un peu le focus de la troisième partie du coup. J'espère que dans la troisième partie, on va beaucoup plus parler de ce côté mystérieux de l'île. Parce que quand même, on arrive à 2 ans. J'ai l'impression que les 1 an sur l'île, c'était il y a quelques chapitres. J'ai l'impression que c'est passé très très vite. Là, il y a de plus en plus d'ellipses, on va de plus en plus vite dans le temps, quoi. Vous allez voir, avant la fin, ils vont nous mettre en place le chemin de fer dont ils ont parlé plusieurs fois. Mais franchement, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas, Miss Perrine. À la fois, ça m'étonnerait pas, et à la fois, je me dirais, non, mais l'abus est total, quoi. Franchement, ça me gaverait, je pense même. Tellement je trouverais ça abusé, je pense que ça me gaverait. Mais je me dis que c'est grave possible. Je me dis que c'est grave possible que ce soit du foreshadowing, et que ça soit un peu un effet d'annonce, quoi. Ouais, non, franchement, ça se peut trop. Oh là là. Franchement, si ça arrive, ouais, je vais être saoulé de fou. Hmm. Ça fait du bien de boire pour mes cordes vocales. Bref. Ouais, franchement, j'aimerais bien que ça s'apesantisse un peu plus sur le côté mystère. D'ailleurs, il y a pas mal d'illustrations dans les pages que je viens de lire et dans les pages que je m'apprête à lire également. Je vous en montrerai une ou deux à la fin du live, je pense. Ces fameuses illustrations de Didier Graffet. Parce qu'il y a des illustrations très sympathiques. Et ouais, franchement, si le côté mystérieux peut être un peu plus exploré dans la troisième partie, je serais bien content. Mais, ce soir, on termine la deuxième partie. Et qui dit fin de partie, alors déjà Jules Verne, encore une fois, je le rappelle, du fait que son œuvre était originellement publiée en feuilleton. Déjà, on sent que souvent Jules Verne met des cliffhangers, des événements un peu importants, un peu intéressants, un peu intrigants en fin de chapitre. Mais la fin de la première partie, ça a été particulièrement le cas. Donc j'imagine que ce soir, la fin de la deuxième partie, de nouveau, on peut s'attendre à quelque chose d'intéressant sur ces 2 derniers chapitres. Donc là, j'avoue que je suis assez hypé. Assez hypé de me jeter dans la lecture des 2 derniers là. Je me dis qu'il peut y avoir quelque chose. La fin du premier chapitre, c'était... enfin, de la première partie, pardon. C'était Pencroff qui se bousillait une dent en mordant dans un plomb, ce qui laissait imaginer qu'il y avait une autre personne, etc. Donc c'était quand même pas rien. Donc ouais, je pense vraiment qu'il va y avoir un truc de Staccabi. Un truc de fin de partie qui va nous laisser en mode alerte. En mode, oula, il se passe un truc. D'autant plus qu'on vient d'opérer une ellipse, encore une fois, assez importante, et une course dans le temps relativement rapide. Et je pense que c'est pas pour rien. Parce que si on nous dit, ça y est, ça fait 2 ans, je pense que c'est pour enchaîner justement avec un épisode important de la vie des naufragés. Sinon, il aurait juste continué, et à un autre moment, il nous aurait dit, ça y est, ça fait 2 ans, pour créer un effet de
waouh, il se passe un truc. Bref, là c'est carrément presque de la dramaturgie, j'allais dire entre guillemets. C'est de la logique de la logique narrative, de la logique scénaristique, presque. Bref, tu dis pas il s'est passé 2 ans pour ensuite dire oh bah du coup ça continue pareil. Enfin ouais, bref. Sinon t'aurais juste dit il s'est passé 3 ans à la limite, pas 2. Vous voyez ce que je veux dire? Et t'aurais skippé l'année. Bref. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons les trouver, je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous chercher les mystères de l'île mystérieuse? Hop. Avec les 2 derniers chapitres de la deuxième partie. Je vous souhaite une bonne écoute, Charline, Miss Perrine, Lucie. Et je vous dis à dans quelques 40 minutes supplémentaires. Ça me déprime d'avance. Lire 40 minutes, c'est pas ce que je kiffe, j'avoue. Pour la suite, enfin pour la fin du live, à tout à l'heure. Attendez, j'ai peur d'éternuer. Ok, c'est bon. Chapitre 19. 2 ans déjà. Et depuis 2 ans, les colons n'avaient eu aucune communication avec leurs semblables. Ils étaient sans nouvelles du monde civilisé, perdus sur cette île, aussi bien que s'ils eussent été sur quelque infime astéroïde du monde solaire. Que se passait-il alors dans leur pays? L'image de la patrie était toujours présente à leurs yeux, cette patrie déchirée par la guerre civile au moment où ils l'avaient quittée et que la rébellion du Sud ensanglantait peut-être encore. C'était pour eux une grande douleur, et souvent ils s'entretenaient de ces choses, sans jamais douter, cependant, que la cause du Nord ne dut triompher pour l'honneur de la Confédération américaine. Pendant ces 2 années, pas un navire n'avait passé en vue de l'île, ou du moins pas une voile n'avait été aperçue. Il était évident que l'île Lincoln se trouvait en dehors des routes suivies, et même qu'elle était inconnue, ce que prouvaient les cartes d'ailleurs. Car à défaut d'un port, son égade aurait dû attirer les bâtiments désireux de renouveler leurs provisions d'eau. Mais la mer qui l'entourait était toujours déserte, aussi loin que pouvait s'étendre le regard, et les colons ne devaient guère compter que sur eux-mêmes pour se rapatrier. Cependant, une chance de salut existait, et cette chance fut précisément discutée un jour de la première semaine d'avril par les colons qui étaient réunis dans la salle de Granite House. Précisément, il avait été question de l'Amérique, et on avait parlé du pays natal qu'on avait si peu d'espérance de revoir. « Décidément, nous n'aurons qu'un moyen, » dit Gédéon Spilett, « un seul, de quitter l'île Lincoln. Ce sera de construire un bâtiment assez grand pour tenir la mer pendant quelques centaines de miles. Il me semble que, quand on a fait une chaloupe, on peut bien faire un navire. »« Et que l'on peut bien aller au Pomotou, » ajouta Harbert, « quand on est allé à l'île Tabor. »« Je ne dis pas non, » répondit Pencroff, qui avait toujours voix prépondérante dans les questions maritimes. « Je ne dis pas non, quoique ce ne soit pas tout à fait la même chose d'aller près et d'aller loin. Si notre chaloupe avait été menacée de quelques mauvais coups de vent pendant le voyage à l'île Tabor, nous savions que le port n'était éloigné ni d'un côté ni de l'autre. Mais 1200 miles à franchir, c'est un joli bout de chemin, et la terre la plus rapprochée est au moins à cette distance. Est-ce que, le cas échéant, Pencroff, vous ne tenteriez pas l'aventure ? Demanda le reporter. Je tenterai tout ce que l'on voudra, monsieur Spilett, répondit le marin, et vous savez bien que je ne suis point homme à reculer. Remarque, d'ailleurs, que nous comptons un marin de plus parmi nous, fit observer Nab. Qui donc ? Demanda Pencroff. Ayrton ? C'est juste, répondit Harbert. S'il consentait à venir, fit observer Pencroff. Bon, dit le reporter. Croyez-vous donc que si le yacht de Lord Glenarvan se fût présenté à l'île Tabor pendant qu'il l'habitait encore, Ayrton aurait refusé de partir ? Vous oubliez, mes amis, dit alors Cyrus Smith, qu'Ayrton n'avait plus sa raison pendant les dernières années de son séjour. Mais la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si nous devons compter parmi nos chances de salut ce retour du navire écossais. Or, Lord Glenarvan a promis à Ayrton de venir le reprendre à l'île Tabor quand il jugerait ses crimes suffisamment expiés, et je crois qu'il reviendra.
Oui, dit le reporter. Et j'ajouterai qu'il reviendra bientôt, car voilà 12 ans qu'Ayrton a été abandonné. Répondit Pencroff. Je suis bien d'accord avec vous que le Lord reviendra, et bientôt même. Mais où relâchera-t-il? À l'île Tabor, et non à l'île Lincoln. Cela est d'autant plus certain, répondit Harbert, que l'île Lincoln n'est pas même portée sur la carte. Aussi, mes amis, reprit l'ingénieur, devons-nous prendre les précautions nécessaires pour que notre présence et celle d'Ayrton à l'île Lincoln soient signalées à l'île Tabor. Évidemment, répondit le reporter, et rien n'est plus aisé que de déposer dans cette cabane qui fut la demeure du capitaine Grant et d'Ayrton une notice donnant la situation de notre île, notice que Lord Glenarvan ou son équipage ne pourront manquer de trouver. Il est même fâcheux, fit observer le marin, que nous ayons oublié de prendre cette précaution lors de notre premier voyage à l'île Tabor. Et pourquoi l'aurions-nous prise? Répondit Harbert. Nous ne connaissions pas l'histoire d'Ayrton à ce moment. Nous ignorions qu'on dût venir le rechercher un jour, et quand nous avons su cette histoire, la saison était trop avancée pour nous permettre de retourner à l'île Tabor. Oui, répondit Cyrus Smith, il était trop tard et il faut remettre cette traversée au printemps prochain. Mais si le yacht écossais venait d'ici là, dit Pencroff. Ce n'est pas probable, répondit l'ingénieur, car Lord Glenarvan ne choisirait pas la saison d'hiver pour s'aventurer dans ces mers lointaines. Ou il est déjà revenu à l'île Tabor depuis que Ayrton est avec nous, c'est-à-dire depuis 5 mois, et il en est reparti, ou il ne viendra que plus tard, et il sera temps dès les premiers beaux jours d'octobre d'aller à l'île Tabor et d'y laisser une notice. Il faut avouer, dit Nab, que ce serait bien malheureux si le Duncan avait reparu dans ces mers depuis quelques mois seulement. J'espère qu'il n'en est rien, répondit Cyrus Smith, et que le ciel ne nous aura pas enlevé la meilleure chance qui nous reste. Je crois, fit observer le reporter, qu'en tous les cas, nous saurons à quoi nous en tenir lorsque nous serons retournés à l'île Tabor, car si les Écossais y sont revenus, ils auront nécessairement laissé quelques traces de leur passage. Cela est évident, répondit l'ingénieur. Ainsi donc, mes amis, puisque nous avons cette chance de rapatriement, attendons avec patience, et si elle nous est enlevée, nous verrons alors ce que nous devrons faire. En tout cas, dit Pencroff, il est bien entendu que si nous quittons l'île Lincoln d'une façon ou d'une autre, ce ne sera pas parce que nous nous y trouvons mal. Non, Pencroff, répondit l'ingénieur, ce sera parce que nous y sommes loin de tout ce qu'un homme doit chérir le plus au monde, sa famille, ses amis, son pays natal. Les choses étant ainsi décidées, il ne fut plus question d'entreprendre la construction d'un navire assez grand pour s'aventurer, soit jusqu'aux archipels dans le nord, soit jusqu'à la Nouvelle-Zélande dans l'ouest, et on ne s'occupa que des travaux accoutumés en vue d'un 3e hivernage à Granite House. Toutefois, il fut aussi décidé que la chaloupe serait employée, avant les mauvais jours, à faire un voyage autour de l'île. La reconnaissance complète des côtes n'était pas terminée encore, et les colons n'avaient qu'une idée imparfaite du littoral à l'ouest et au nord, depuis l'embouchure de la rivière de la Chute jusqu'au cap Mandibule, non plus que de l'étroite baie qui se creusait entre eux comme une mâchoire de requin. Le projet de cette excursion fut mis en avant par Pencroff, et Cyrus Smith y donna pleine adhésion, car il voulait voir par lui-même toute cette portion de son domaine. Le temps était variable alors, mais le baromètre n'oscillait pas par mouvements brusques, et l'on pouvait donc compter sur un temps maniable. Précisément, pendant la première semaine d'avril, après une forte baisse barométrique, la reprise de la hausse fut signalée par un fort coup de vent d'ouest qui dura 5 à 6 jours. Puis, l'aiguille de l'instrument redevint stationnaire à une hauteur de 29 pouces et 9 dixièmes, 759,45 mm, et les circonstances parurent propices à l'exploration. Le jour du départ fut fixé au 16 avril, et le Bonadventure, mouillé au port Ballon, fut approvisionné pour un voyage qui pouvait avoir quelque durée. Cyrus Smith prévint Ayrton de l'expédition projetée et lui proposa d'y prendre part. Mais Ayrton ayant préféré rester à terre, il fut décidé qu'il viendrait à Granite House pendant l'absence de ses compagnons. Maître Jup devait lui tenir compagnie et ne fit aucune récrimination. Le 16 avril, au matin, tous les colons, accompagnés de Top, étaient embarqués. Le vent soufflait de la partie du sud-ouest en belle brise, et le Bonadventure dut louvoyer en quittant le port-ballon afin de gagner le promontoire du Reptile. Sur les 90 miles que mesurait le périmètre de l'île, la côte sud en comptait une vingtaine depuis le port jusqu'au promontoire. De là, nécessité d'enlever ces 20 miles au plus près, car le vent était absolument debout.
Il ne fallut pas moins de la journée entière pour atteindre le promontoire, car l'embarcation, en quittant le port, ne trouva plus que 2 heures de jusant et eut, au contraire, 6 heures de flot qu'il fut très difficile d'étaler. La nuit était donc venue, quand le promontoire fut doublé. Pencroff proposa alors à l'ingénieur de continuer la route à petite vitesse, avec 2 ris dans sa voile. Mais Cyrus Smith préféra mouiller à quelques encablures de terre, afin de revoir cette partie de la côte pendant le jour. Il fut même convenu que, puisqu'il s'agissait d'une exploration minutieuse du littoral de l'île, on ne naviguerait pas la nuit et que, le soir venu, on jetterait l'ancre près de terre tant que le temps le permettrait. La nuit se passa donc au mouillage sous le promontoire, et le vent étant tombé avec la brume, le silence ne fut plus troublé. Les passagers, à l'exception du marin, dormirent peut-être un peu moins bien à bord du Bonadventure qu'ils n'eussent fait dans leur chambre de Granite House, mais enfin, ils dormirent. Le lendemain, 17 avril, Pencroff appareilla dès le point du jour, et, grand largue et bâbord à mur, il put ranger de très près la côte occidentale. Les colons connaissaient cette côte boisée si magnifique, puisqu'ils en avaient déjà parcouru à pied la lisière, et pourtant elle excita encore toute leur admiration. Ils côtoyaient la terre d'aussi près que possible, en modérant leur vitesse, de manière à tout observer, prenant garde seulement de heurter quelques troncs d'arbres qui flottaient çà et là. Plusieurs fois même, ils jetèrent l'ancre, et Gédéon Spilett prit des vues photographiques de ce superbe littoral. Vers midi, le Bonadventure était arrivé à l'embouchure de la rivière de la Chute. Au-delà, sur la rive droite, les arbres reparaissaient mais plus clairsemés, et 3 miles plus loin, ils ne formaient plus que des bouquets isolés entre les contreforts occidentaux du mont, dont l'aride échine se prolongeait jusqu'au littoral. Quel contraste entre la portion sud et la portion nord de cette côte! Autant celle-là était boisée et verdoyante, autant l'autre était âpre et sauvage. On eût dit une de ces côtes de fer, comme on les appelle en certains pays, et sa contexture tourmentée semblait indiquer qu'une véritable cristallisation s'était brusquement produite dans le basalte encore bouillant des époques géologiques. Entassement d'un aspect terrible qui eût épouvanté tout d'abord les colons si le hasard les eût jetés sur cette partie de l'île. Lorsqu'ils étaient au sommet du mont Franklin, ils n'avaient plus reconnaître l'aspect profondément sinistre de ce rivage, car ils le dominaient de trop haut. Mais vu de la mer, ce littoral se présentait avec un caractère d'étrangeté dont l'équivalent ne se rencontrait peut-être pas en aucun coin du monde. Le Bonadventure passa devant cette côte, qu'il prolongea à la distance d'un demi-mile. Il fut facile de voir qu'elle se composait de blocs de toutes dimensions, depuis 20 pieds jusqu'à 300 pieds de hauteur, et de toutes formes, cylindriques comme des tours, prismatiques comme des clochers, pyramidaux comme des obélisques, coniques comme des cheminées d'usine. Une banquise des mers glaciales n'eût pas été plus capricieusement dressée dans sa sublime horreur. Ici, des ponts jetés d'un roc à l'autre. Là, des arceaux disposés comme ceux d'une nef, dont le regard ne pouvait découvrir la profondeur. En un endroit, de larges excavations, dont les voûtes présentaient un aspect monumental. En un autre, une véritable cohue de pointes, de pyramidions, de flèches comme aucune cathédrale gothique n'en a jamais compté. Tous les caprices de la nature, plus variés encore que ceux de l'imagination, dessinaient ce littoral grandiose qui se prolongeait sur une longueur de 8 à 9 miles. Cyrus Smith et ses compagnons regardaient avec un sentiment de surprise qui touchait à la stupéfaction. Mais s'ils restaient muets, Top, lui, ne se gênait pas pour jeter des aboiements que répétaient les 1000 échos de la muraille basaltique. L'ingénieur observa même que ces aboiements avaient quelque chose de bizarre, comme ceux que le chien faisait entendre à l'orifice du puits de Granite House. « Accostons, dit-il. Et le Bonadventure vint raser d'aussi près que possible les rochers du littoral. Peut-être existait-il là quelques grottes qu'il convenait d'explorer. Mais Cyrus Smith ne vit rien, pas une caverne, pas une anfractuosité qui pût servir de retraite à un être quelconque, car le pied des roches baignait dans le ressac même des eaux. Bientôt les aboiements de Top cessèrent, et l'embarcation reprit sa distance à quelques encablures du littoral. Dans la portion nord-ouest de l'île, le rivage redevint plat et sablonneux. Quelques rares arbres se profilaient au-dessus d'une terre basse et marécageuse que les colons avaient déjà entrevue, et par un contraste violent avec l'autre côte si déserte, la vie se manifestait alors par la présence de myriades d'oiseaux aquatiques. Le soir, le Bonadventure mouilla dans un léger enfoncement du littoral, au nord de l'île, près de terre, tant les eaux étaient profondes en cet endroit.
La nuit se passa paisiblement, car la brise s'éteignit, pour ainsi dire, avec les dernières lueurs du jour, et elle ne reprit qu'avec les premières nuances de l'aube. Comme il était facile d'accoster la terre ce matin-là, les chasseurs attitrés de la colonie, c'est-à-dire Harbert et Gédéon Spilett, allèrent faire une promenade de 2 heures et revinrent avec plusieurs chapelets de canards et de bécassines. Top avait fait merveille, et pas un gibier n'avait été perdu, grâce à son zèle et à son adresse. À 8 heures du matin, le Bonadventure appareillait et filait très rapidement en s'élevant vers le cap Mandibule Nord, car il avait vent arrière, et la brise tendait à fraîchir. « Du reste, dit Pencroff, je ne serais pas étonné qu'il se préparât quelques coups de vent d'ouest. Hier, le soleil s'est couché sur un horizon très rouge, et voici ce matin des queues de chat qui ne présagent rien de bon. » Ces queues de chat étaient des cirrus effilés, éparpillés au zénith, et dont la hauteur n'est jamais inférieure à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. On eût dit de légers morceaux de ouate, dont la présence annonce ordinairement quelque trouble prochain dans les éléments. « Eh bien, dit Cyrus Smith, portons autant de toiles que nous en pouvons porter, et allons chercher refuge dans le golfe du Requin. Je pense que le Bonadventure y sera en sûreté. »« Parfaitement, répondit Pencroff. Et d'ailleurs, la côte nord n'est formée que de dunes peu intéressantes à considérer. Je ne serais pas fâché, ajouta l'ingénieur, de passer non seulement la nuit, mais encore la journée de demain dans cette baie, qui mérite d'être explorée avec soin. Je crois que nous y serons forcés, que nous le voulions ou non, répondit Pencroff, car l'horizon commence à devenir menaçant dans la partie de l'ouest. Voyez comme il s'encrasse. En tout cas, nous avons bon vent pour gagner le cap Mandibule, fit observer le reporter. Très bon vent, répondit le marin. Mais pour entrer dans le golfe, il faudra louvoyer. Et j'aimerais assez y voir clair dans ces parages que je ne connais pas. Parages qui doivent être semés d'écueils, ajouta Harbert, si nous en jugeons par ce que nous avons vu à la côte sud du golfe du Requin. Pencroff, dit alors Cyrus Smith, faites pour le mieux. Nous nous en rapportons à vous. Soyez tranquille, monsieur Cyrus, répondit le marin. Je ne m'exposerai pas sans nécessité. J'aimerais mieux un coup de couteau dans mes œuvres vives qu'un coup de roche dans celle de mon Bonadventure. Ce que Pencroff appelait « œuvre vive », c'était la partie immergée de la carène de son embarcation, et il y tenait plus qu'à sa propre peau. « Quelle heure est-il » demanda Pencroff. « 10 heures, répondit Gédéon Spilett. « Quelle distance avons-nous à parcourir jusqu'au cap, monsieur Cyrus ?»« Environ 15 miles, répondit l'ingénieur. « C'est l'affaire de 2 heures et demie, dit alors le marin, et nous serons par le travers du cap entre midi et 1 heure. Malheureusement, la marée renversera à ce moment et le jusant sortira du golfe. Je crains donc bien qu'il ne soit difficile d'y entrer, ayant vent et mer contre nous. »« D'autant plus que c'est aujourd'hui pleine lune, fit observer Harbert, et que ces marées d'avril sont très fortes. »« Eh bien, Pencroff, demanda Cyrus Smith, ne pouvez-vous mouiller à la pointe du cap ?»« Mouiller près de terre avec du mauvais temps en perspective » s'écria le marin. « Y pensez-vous, monsieur Cyrus ? Ce serait vouloir se mettre volontairement à la côte. »« Alors, que ferez-vous ?»« J'essayerai de tenir le large jusqu'au flot, c'est-à-dire jusqu'à 7 heures du soir, et s'il fait encore un peu jour, je tenterai d'entrer dans le golfe. Sinon, nous resterons à courir bord sur bord pendant toute la nuit, et nous entrerons demain au soleil levant. »« Je vous l'ai dit, Pencroff, nous nous en rapportons à vous, » répondit Cyrus Smith. « Ah !» fit Pencroff. « S'il y avait seulement un phare sur cette côte, ce serait plus commode pour les navigateurs. »« Oui, » répondit Harbert, « et cette fois-ci, nous n'aurons pas d'ingénieur complaisant qui nous allume un feu pour nous guider au port. »« Tiens, au fait, mon cher Cyrus, » dit Gédéon Spilett, « nous ne vous avons jamais remercié, mais franchement, sans ce feu, nous n'aurions jamais pu atteindre. »« Un feu ?» demanda Cyrus Smith, très étonné des paroles du reporter. « Nous voulons dire, monsieur Cyrus, » répondit Pencroff, « que nous avons été très embarrassés à bord du Bonadventure pendant les dernières heures qui ont précédé notre retour, et que nous aurions passé sous le vent de l'île sans la précaution que vous avez prise d'allumer un feu dans la nuit du 19 au 20 octobre, sur le plateau de Granite House. »« Oui, oui, c'est une heureuse idée que j'ai eue là, » répondit l'ingénieur. « Et cette fois, » ajouta le marin, « à moins que la pensée n'en vienne à Ayrton, il n'y aura personne pour nous rendre ce petit service. »« Non, personne, » répondit Cyrus Smith. Et quelques instants après, se trouvant seul à l'avant de l'embarcation avec le reporter, l'ingénieur se penchait à son oreille et lui disait
S'il est une chose certaine en ce monde, Spilett, c'est que je n'ai jamais allumé de feu dans la nuit du 19 au 20 octobre, ni sur le plateau de Granite House, ni en aucune autre partie de l'île. Chapitre 20. Les choses se passèrent ainsi que l'avait prévu Pencroff, car ses pressentiments ne pouvaient tromper. Le vent vint à fraîchir, et, de bonne brise, il passa à l'état de coup de vent, c'est-à-dire qu'il acquit une vitesse de 40 à 45 miles à l'heure, et qu'un bâtiment en pleine mer eût été au baril, avec ses perroquets calés. Or, comme il était environ 6 heures quand le Bonadventure fut par le travers du golfe, et qu'en ce moment le jusant se faisait sentir, il fut impossible d'y entrer. Force fut donc de tenir le large, car, lors même qu'il l'aurait voulu, Pencroff n'eût pas même pu atteindre l'embouchure de la Mercy. Donc, après avoir installé son foc au grand mât en guise de tourmentin, il attendit, en présentant le cap à terre. Très heureusement, si le vent fut très fort, la mer, couverte par la côte, ne grossit pas extrêmement. On n'eut donc pas à redouter les coups de lame, qui sont un grand danger pour les petites embarcations. Le Bonadventure n'aurait pas chaviré sans doute car il était bien lesté. Mais d'énormes paquets d'eau tombant à bord auraient pu le compromettre si les panneaux n'avaient pas résisté. Pencroff, en habile marin, para à tout événement. Certes, il avait une confiance extrême dans son embarcation, mais il n'en attendit pas moins le jour avec une certaine anxiété. Pendant cette nuit, Cyrus Smith et Gédéon Spilett n'eurent pas l'occasion de causer ensemble, et cependant la phrase prononcée à l'oreille du reporter par l'ingénieur valait bien que l'on discutât encore une fois cette mystérieuse influence qui semblait régner sur l'île Lincoln. Gédéon Spilett ne cessa de songer à ce nouvel et inexplicable incident, à cette apparition d'un feu sur la côte de l'île. Ce feu, il l'avait bien réellement vu. Ses compagnons, Harbert et Pencroff, l'avaient vu comme lui. Ce feu leur avait servi à reconnaître la situation de l'île pendant cette nuit sombre, et ils ne pouvaient douter que ce ne fût la main de l'ingénieur qui l'eût allumé, et voilà que Cyrus Smith déclarait formellement qu'il n'avait rien fait de tel. Gédéon Spilett se promit de revenir sur cet incident dès que le Bonadventure serait de retour, et de pousser Cyrus Smith à mettre ses compagnons au courant de ces faits étranges. Peut-être se déciderait-on alors à faire en commun une investigation complète de toutes les parties de l'île Lincoln. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, aucun feu ne s'alluma sur ces rivages, inconnus encore, qui formaient l'entrée du golfe, et la petite embarcation continua de se tenir au large pendant toute la nuit. Quand les premières lueurs de l'aube se dessinèrent sur l'horizon de l'est, le vent, qui avait légèrement calmi, tourna de 2/4 et permit à Pencroff d'embouquer plus facilement l'étroite entrée du golfe. Vers 7 heures du matin, le Bonadventure, après avoir laissé porter sur le cap Mandibule Nord, entrait prudemment dans la passe et se hasardait sur ses eaux, enfermées dans le plus étrange cadre de lave. « Voilà, dit Pencroff, un bout de mer qui ferait une rade admirable où des flottes pourraient évoluer à leur aise. » Ce qui est surtout curieux, fit observer Cyrus Smith, c'est que ce golfe a été formé par 2 coulées de lave, vomies par le volcan, qui se sont accumulées par des éruptions successives. Il en résulte donc que ce golfe est abrité complètement sur tous les côtés, et il est à croire que, même par les plus mauvais vents, la mer y est calme comme un lac. Sans doute, reprit le marin, puisque le vent, pour y pénétrer, n'a que cet étroit goulet creusé entre les 2 caps, et encore le cap du nord couvre-t-il celui du sud, de manière à rendre très difficile l'entrée des rafales. En vérité, notre Bonadventure pourrait y demeurer un bout de l'année à l'autre sans même se raidir sur ses ancres. C'est un peu grand pour lui, fit observer le reporter. Hé, monsieur Spilett, répondit le marin, je conviens que c'est trop grand pour le Bonadventure, mais si les flottes de l'Union ont besoin d'un abri sûr dans le Pacifique, je crois qu'elles ne trouveront jamais mieux que cette rade. Nous sommes dans la gueule du requin, fit alors observer Nab, en faisant allusion à la forme du golfe. En pleine gueule, mon brave Nab, répondit Harbert. Mais vous n'avez pas peur qu'elle se referme sur nous, n'est-ce pas? Non, monsieur Harbert, répondit Nab. Et pourtant ce golfe-là ne me plaît pas beaucoup. Il a une physionomie méchante. Bon, s'écria Pencroff. Voilà Nab qui déprécie mon golfe, au moment où je médite d'en faire hommage à l'Amérique. Mais au moins, les eaux sont-elles profondes demanda l'ingénieur, car ce qui suffit
car ce qui suffit à la quille du Bonadventure ne suffirait pas à celle de nos vaisseaux cuirassés. Désolé, j'ai du mal. Facile à vérifier, répondit Pencroff. Et le marin envoya par le fond une longue corde qui lui servait de ligne de sonde et à laquelle était attaché un bloc de fer. Cette ligne mesurait environ 50 brasses et elle se déroula jusqu'au bout sans heurter le sol. Allons, fit Pencroff, nos vaisseaux peuvent venir ici, ils n'échoueront pas. En effet, dit Cyrus Smith, c'est un véritable abîme que ce golfe. Mais en tenant compte de l'origine plutonienne de l'île, il n'est pas étonnant que le fond de la mer offre de pareilles dépressions. On dirait aussi, fit observer Harbert, que ces murailles ont été coupées à pic, et je crois bien qu'à leur tête, même avec une sonde 5 ou 6 fois plus longue, Pencroff ne trouverait pas de fond. Tout cela est bien, dit alors le reporter, mais je ferai remarquer à Pencroff qu'il manque une chose importante à sa rade. Et laquelle, monsieur Spilett? Une coupée, une tranchée quelconque qui donne accès à l'intérieur de l'île. Je ne vois pas un point sur lequel on puisse prendre pied. Et en effet, les hautes laves, très accords, n'offraient pas sur tout le périmètre du golfe un seul endroit propice à un débarquement. C'était une infranchissable courtine qui rappelait, mais avec plus d'aridité encore, les fjords de la Norvège. Le Bonadventure, rasant ses hautes murailles à les toucher, ne trouva pas même une saillie qui pût permettre aux passagers de quitter le bord. Pencroff se consola en disant que, la mine aidant, on saurait bien éventrer cette muraille lorsque cela serait nécessaire, et puisque décidément il n'y avait rien à faire dans ce golfe, il dirigea son embarcation vers le goulet et en sortit vers 2 heures du soir. « Ouf !» dit Nab. « Ouf !» fit Nab, en poussant un soupir de satisfaction. On eût vraiment dit que le brave nègre ne se sentait pas à l'aise dans cette énorme mâchoire. Du cap Mandibule à l'embouchure de la Mercy, on ne comptait guère qu'une huitaine de miles. Le cap fut donc mis sur Granite House et le Bonadventure, avec du largue dans ses voiles, prolongea la côte à 1 mile de distance. Aux énormes roches laviques succédèrent bientôt ces dunes capricieuses, entre lesquelles l'ingénieur avait été si singulièrement retrouvé et que les oiseaux de mer fréquentaient par centaines. Vers 4 heures, Pencroff, laissant sur sa gauche la pointe de l'îlot, entrait dans le canal qui le séparait de la côte, et à 5 heures, l'ancre du Bonadventure mordait le fond de sable à l'embouchure de la Mercy. Il y avait 3 jours que les colons avaient quitté leur demeure. Ayrton les attendait sur la grève, et Maître Jup vint joyeusement au-devant d'eux, en faisant entendre de bons grognements de satisfaction. L'entière exploration des côtes de l'île était donc faite, et nulle trace suspecte n'avait été observée. Si quelque être mystérieux y résidait, ce ne pouvait être que sous le couvert des bois impénétrables de la presqu'île Serpentine, là où les colons n'avaient encore porté leurs investigations. Gédéon Spilett s'entretint de ces choses avec l'ingénieur, et il fut convenu qu'ils attireraient l'attention de leurs compagnons sur le caractère étrange de certains incidents qui s'étaient produits dans l'île, et dont le dernier était l'un des plus inexplicables. Aussi Cyrus Smith, revenant sur le fait d'un feu allumé par une main inconnue sur le littoral, ne put s'empêcher de redire une 20e fois au reporter « Mais êtes-vous sûr d'avoir bien vu? N'était-ce pas une éruption partielle du volcan, un météore quelconque ?»« Non, Cyrus, répondit le reporter, c'était certainement un feu allumé de main d'homme. Du reste, interrogez Pencroff ou Harbert. Ils ont vu comme j'ai vu moi-même, et ils confirmeront mes paroles. » Il s'ensuivit donc que quelques jours après, le 25 avril, pendant la soirée, au moment où tous les colons étaient réunis sur le plateau de grande vue, Cyrus Smith prit la parole en disant « Mes amis, je crois devoir appeler votre attention sur certains faits qui se sont passés dans l'île, et au sujet desquels je serais bien aise d'avoir votre avis. Ces faits sont pour ainsi dire surnaturels. »« Surnaturels !» s'écria le marin en lançant une bouffée de tabac. « Se pourrait-il que notre île fût surnaturelle ?»« Non, Pencroff, mais mystérieuse, à coup sûr, » répondit l'ingénieur, « à moins que vous ne puissiez nous expliquer ce que Spilett et moi, nous n'avons pu comprendre jusqu'ici. »« Parlez, monsieur Cyrus, » répondit le marin. « Eh bien, avez-vous compris, dit alors l'ingénieur, comment il a pu se faire qu'après être tombé à la mer, j'ai été retrouvé à 1/4 de mille à l'intérieur de l'île, et cela sans que j'aie eu conscience de ce déplacement. »« À moins que, étant évanoui, dit Pencroff. »« Ce n'est pas admissible, répondit l'ingénieur. Mais passons.
Avez-vous compris comment Top a pu découvrir votre retraite, à 5 miles de la grotte où j'étais couché? L'instinct du chien, répondit Harbert. Singulier instinct. Singulier instinct, fit observer le reporter, puisque malgré la pluie et le vent qui faisaient rage pendant cette nuit, Top arriva aux cheminées secs et sans une tache de boue. Passons, reprit l'ingénieur. Avez-vous compris comment notre chien fut si étrangement rejeté hors des eaux du lac, après sa lutte avec le dugong? Non, pas trop, je l'avoue, répondit Pencroff. Et la blessure que le dugong avait au flanc, blessure qui semblait avoir été faite par un instrument tranchant, ne se comprend pas davantage. Passons encore, reprit Cyrus Smith. Avez-vous compris, mes amis, comment ce grain de plomb s'est trouvé dans le corps du jeune Pécari, comment cette caisse s'est si heureusement échouée, sans qu'il y ait eu trace de naufrage, comment cette bouteille renfermant le document s'est offerte si à propos, lors de notre première excursion en mer, comment notre canot, ayant rompu son amarre, est venu par le courant de la Mercy nous rejoindre précisément au moment où nous en avions besoin, comment, après l'invasion des singes, l'échelle a été si opportunément renvoyée des hauteurs de Granite House, comment enfin, le document qu'Ayrton prétend n'avoir jamais écrit est tombé entre nos mains. Cyrus Smith venait d'énumérer, sans en oublier un seul, les faits étranges qui s'étaient accomplis dans l'île. Harbert, Pencroff et Nab se regardèrent, ne sachant que répondre, car la succession de ces incidents, ainsi groupés pour la première fois, ne laissa pas de les surprendre au plus haut point. « Sur ma foi, dit enfin Pencroff, vous avez raison, monsieur Cyrus, et il est difficile d'expliquer ces choses-là. Eh bien, mes amis, reprit l'ingénieur, un dernier fait est venu s'ajouter à cela, et il est non moins incompréhensible que les autres. Lequel, monsieur Cyrus? Demanda vivement Harbert. Quand vous êtes revenu de l'île Tabor, Pencroff, reprit l'ingénieur, vous dites qu'un feu vous est apparu sur l'île Lincoln. Certainement, répondit le marin. Et vous êtes bien certain de l'avoir vu, ce feu. Comme je vous vois. Toi aussi, Harbert. Ah, monsieur Cyrus, s'écria Harbert, ce feu brillait comme une étoile de première grandeur. Mais n'était-ce point une étoile? Demanda l'ingénieur en insistant. Non, répondit Pencroff, car le ciel était couvert de gros nuages, et une étoile en tout cas n'aurait pas été si bas sur l'horizon. Mais Mr. Spilett l'a vu comme nous, et il peut confirmer nos paroles. J'ajouterais, dit le reporter, que ce feu était très vif et qu'il projetait comme une nappe électrique. Oui, parfaitement, répondit Harbert, et il était certainement placé sur les hauteurs de Granite House. Eh bien, mes amis, répondit Cyrus Smith, pendant cette nuit du 19 au 20 octobre, ni Nab ni moi, nous n'avons allumé un feu sur la côte. Vous n'avez pas... s'écria Pencroff, au comble de l'étonnement, et qui ne put même achever sa phrase. Nous n'avons pas quitté Granite House, répondit Cyrus Smith, et si un feu apparut sur la côte, c'est une autre main que la nôtre qui l'a allumé. Pencroff, Harbert et Nab étaient stupéfaits. Il n'y avait pas eu d'illusion possible, et un feu avait bien réellement frappé leurs yeux pendant cette nuit du 19 au 20 octobre. Oui, ils durent en convenir, un mystère existait. Une influence inexplicable, évidemment favorable aux colons, mais fort irritante pour leur curiosité, se faisait sentir et comme à point nommé sur l'île Lincoln. Y avait-il donc quelque être caché dans ses plus profondes retraites? C'est ce qu'il faudrait savoir à tout prix. Cyrus Smith rappela également à ses compagnons la singulière attitude de Top et de Jup quand ils rôdaient à l'orifice du puits qui mettait Granite House en communication avec la mer, et il leur dit qu'il avait exploré ce puits sans y découvrir rien de suspect. Enfin, la conclusion de cette conversation fut une détermination prise par tous les membres de la colonie de fouiller entièrement l'île dès que la belle saison serait revenue. Mais depuis ce jour, Pencroff parut être soucieux. Cette île, dont il faisait sa propriété personnelle, il lui sembla qu'elle ne lui appartenait plus tout entière, et qu'il la partageait avec un autre maître, auquel, bon gré mal gré, il se sentait soumis. Nab et lui causaient souvent de ces inexplicables choses, et tous deux, très portés au merveilleux par leur nature même, n'étaient pas éloignés de croire que l'île Lincoln fût subordonnée à quelque puissance surnaturelle. Cependant, les mauvais jours étaient venus avec le mois de mai, novembre des zones boréales. L'hiver semblait devoir être rude et précoce. Aussi les travaux d'hivernage furent-ils entrepris sans retard. Du reste,
Les colons étaient bien préparés à recevoir cet hiver, si dur qu'il dût être. Les vêtements de feutre ne manquaient pas, et les mouflons, nombreux alors, avaient abondamment fourni la laine nécessaire à la fabrication de cette chaude étoffe. Il va sans dire qu'Ayrton avait été pourvu de ces confortables vêtements. Cyrus Smith lui offrit de venir passer la mauvaise saison à Granite House, où il serait mieux logé qu'au corral, et Ayrton promit de le faire dès que les derniers travaux du corral seraient terminés. Ce qu'il fit vers la mi-avril. Depuis ce temps-là, Ayrton partagea la vie commune et se rendit utile en toute occasion. Mais toujours humble et triste, il ne prenait jamais part au plaisir de ses compagnons. Pendant la plus grande partie de ce 3e hiver que les colons passaient à l'île Lincoln, ils demeurèrent confinés dans Granite House. Il y eut de très grandes tempêtes et des bourrasques terribles qui semblaient ébranler les roches jusque sur leur base. D'immenses raz-de-marée menacèrent de couvrir l'île en grand, et certainement tout navire mouillé sur les atterrages s'y fut perdu corps et biens. 2 fois, pendant une de ces tourmentes, la Mercy grossit au point de donner lieu de craindre que le pont et les ponceaux ne fussent emportés, et il fallut même consolider ceux de la grève qui disparaissaient sous les couches d'eau, quand la mer battait le littoral. On pense bien que de tels coups de vent, comparables à des trombes, où se mélangeaient la pluie et la neige, causèrent des dégâts sur le plateau de Grande-Vue. Le moulin et la basse-cour eurent particulièrement à souffrir. Les colons durent souvent y faire des réparations urgentes, sans quoi l'existence des volatiles eût été sérieusement menacée. Par ces grands, mauvais temps, quelques couples de jaguars et des bandes de quadrumanes s'aventuraient jusqu'à la lisière du plateau, et il était toujours à craindre que les plus souples et les plus audacieux, poussés par la faim, ne parvinssent à franchir le ruisseau qui d'ailleurs, lorsqu'il était gelé, leur offrait un passage facile. Plantations et animaux domestiques eussent été infailliblement détruits alors sans une surveillance continuelle, et souvent il fallut faire le coup de feu pour tenir à respectueuse distance ces dangereux visiteurs. Aussi, la besogne ne manqua-t-elle pas aux hiverneurs, car, sans compter les soins du dehors, il y avait toujours 1000 travaux d'aménagement à Granite House. Il y eut aussi quelques belles chasses, qui furent faites par les grands froids dans les vastes marais des Tadornes. Gédéon Spilett et Harbert, aidés de Jup et de Top, ne perdaient pas un coup au milieu de ces myriades de canards, de bécassines, de sarcelles, de pilets et de vanneaux. L'accès de ce giboyeux territoire était facile, d'ailleurs, soit que l'on s'y rendît par la route du port Ballon, après avoir passé le pont de la Mercy, soit en tournant les roches de la pointe de l'épave, et les chasseurs ne s'éloignaient jamais de Granite House au-delà de 2 ou 3 miles. Ainsi se passèrent les 4 mois d'hiver qui furent réellement rigoureux, c'est-à-dire juin, juillet, août et septembre. Mais, en somme, Granite House ne souffrit pas trop des inclémences du temps, et il en fut de même au corral qui, moins exposé que le plateau et couvert en grande partie par le mont Franklin, ne recevait que les restes des coups de vent déjà brisés par les forêts et les hautes roches du littoral. Les dégâts y furent donc peu importants et la main active et habile d'Ayrton suffit à les réparer promptement quand, dans la seconde quinzaine d'octobre, il retourna passer quelques jours au corral. Pendant cet hiver, il ne se produisit aucun nouvel incident inexplicable. Rien d'étrange n'arriva, bien que Pencroff et Nab fussent à l'affût des faits les plus insignifiants qu'ils eussent pu rattacher à une cause mystérieuse. Top et Jup eux-mêmes ne rôdaient plus autour du puits et ne donnaient aucun signe d'inquiétude. Il semblait donc que la série des incidents surnaturels fût interrompue, bien qu'on en causât souvent pendant les veillées de Granite House, et qu'il demeura bien convenu que l'île serait fouillée jusque dans ses parties les plus difficiles à explorer. Mais un événement de la plus haute gravité, et dont les conséquences pouvaient être funestes, vint momentanément détourner de leur projet Cyrus Smith et ses compagnons. On était au mois d'octobre. La belle saison revenait à grands pas. La nature se renouvelait sous les rayons du soleil et, au milieu du feuillage persistant des conifères qui formaient la lisière du bois, apparaissait déjà le feuillage nouveau des micocouliers, des banksias et des déodars. On se rappelle que Gédéon Spilett et Harbert avaient pris à plusieurs reprises des vues photographiques de l'île Lincoln. Or, le 17 de ce mois d'octobre, vers 3 heures du soir, Harbert, séduit par la pureté du ciel, eut la pensée de reproduire toute la baie de l'Union qui faisait face au plateau de Grande-Vue, depuis le cap Mandibule jusqu'au cap Griffe. L'horizon était admirablement dessiné, et la mer, ondulant sous une brise molle,
présentait à son arrière-plan l'immobilité des eaux d'un lac, piqueté çà et là de paillons lumineux. L'objectif avait été placé à l'une des fenêtres de la grande salle de Granite House, et par conséquent il dominait la grève et la baie. Harbert procéda comme il avait l'habitude de le faire, et le cliché obtenu, il alla le fixer au moyen des substances qui étaient déposées dans un réduit obscur de Granite House. Revenu en pleine lumière, en l'examinant bien, Harbert aperçut sur son cliché un petit point presque imperceptible qui tachait l'horizon de mer. Il essaya de le faire disparaître par un lavage réitéré, mais il ne put y parvenir. C'est un défaut qui se trouve dans le verre, pensa-t-il. Et alors il eut la curiosité d'examiner ce défaut, avec une forte lentille qu'il dévissa de l'une des lunettes. Mais, à peine eut-il regardé, qu'il poussa un cri, et que le cliché faillit lui échapper des mains. Courant aussitôt à la chambre où se tenait Cyrus Smith, il tendit le cliché et la lentille à l'ingénieur, en lui indiquant la petite tache. Cyrus Smith examina ce point. Puis, saisissant sa longue-vue, il se précipita vers la fenêtre. La longue-vue, après avoir parcouru lentement l'horizon, s'arrêta enfin sur le point suspect, et Cyrus Smith, l'abaissant, ne prononça que ce mot. « Navire !» Et en effet, un navire était en vue de l'île Lincoln. Et c'est la fin du chapitre 20, et donc la fin de la deuxième partie. Hop. Nous passons à l'outro du live. Phew, fatigué. On va pas se mytho. C'est vraiment éprouvant. C'est vraiment éprouvant comme lecture. Je dois vous avouer que j'ai quand même bien hâte qu'on arrive à la fin. Parce que, si je suis tout à fait transparent avec vous, je vais dire que je pense que dans ma tier list qui se catégorise en génial, très bon, sympa, passable, aïe-ouille et sombre bail, je crois que c'était ça. Je crois que personnellement, je mettrais l'île mystérieuse dans sympa. Je pense que je le mettrais en plein centre de sympa. Il y a des moments que je trouve juste passables et il y a des moments que je trouve très bons. Mais je pense que pour moi, ça serait vraiment vis-à-vis de mes goûts, quoi. Je pense que pour le moment, je suis juste sur un sympa. Et je vous avoue que lire 600 pages, sachant que l'œuvre réellement fait plus de pages que ça, parce que là, je suis sur une édition grand format, etc. Donc en réalité, l'œuvre est beaucoup plus longue que 600 pages. 600 pages de sympa, c'est quand même pas évident de se motiver à les lire. Je vais pas vous mytho. Et je commence à être un petit peu lassé, je pense. En général, j'aime pas trop les lectures longues. J'aime pas trop les lectures très longues. En général, je dirais que mon cap, c'est un peu les 350-400 pages. Quand on arrive à 350-400 pages, en fait, quand je vois un bouquin qui fait 350-400 pages, je dois me préparer psychologiquement à le lire, entre guillemets. Et je dois être sûr, si je peux dire, que c'est un bouquin qui va m'emballer. Il y a un peu ce truc-là. Et après, plus le bouquin est gros, plus il y a de pages, plus il faut vraiment que j'accroche et que je sois fan du truc pour pas voir le temps passer et pour faire ma lecture sans encombre. Là, l'île mystérieuse, franchement, mon appréciation de l'œuvre fait que sur autant de pages, c'est difficile de garder la foi. Je vais pas vous mytho. Ceci dit, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, puisque ça y est, enfin, il parle ouvertement. Et d'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi Cyrus Smith. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu évoqué, mais pas tellement. J'ai pas trop compris pourquoi Cyrus Smith s'entretenait avec Gédéon Spilett de ces événements étranges et pas avec le reste. À la limite, qu'il le garde complètement pour lui. Je trouve que ça allait bien avec le personnage et parfois ça se sentait qu'il gardait des choses pour lui de toute manière. Mais qu'il le dise précisément à Gédéon Spilett et pas aux autres, j'avoue que je suis un peu étonné. Parce que bon...
Alors je comprends que peut-être il voulait pas les paniquer et tout ça, mais je sais pas, quand t'es en petit groupe de survivants comme ça, je me dis que c'est légitime que tout le monde soit au courant. Enfin bon, bref. Ça, je trouve ça un peu étonnant, mais du coup, je suis assez content qu'enfin la vérité ait éclaté. Et comme il le dit, en fait, ça m'a fait le même effet que l'effet qui a été décrit sur Pencroff, Harbert, Nab. Ce côté, ah ouais, quand tu mets tous les événements un peu chelous côte à côte, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Euh, et du coup, je trouve ça intelligent et je trouve que ça a été bien disséminé, bien parsemé dans l'œuvre comme ça. Tous ces petits événements chelous, ces petits moments de doute. Parce que là, du coup, ça prend une ampleur assez massive. Il y a vraiment ce délire de wow! Attends, il y a eu tout ça comme problème, c'est étrange quand même. Ça reste encore malheureusement un peu en arrière-plan, parce que même si ça a été le sujet du dernier chapitre, quasiment dans son intégralité, eh bien là c'est en train de repasser au second plan, on est en train de repasser sur autre chose. Mais ouais, je pense que ça va avoir son, son moment de gloire dans la troisième partie. Euh, D'ailleurs, j'ai cru quand il y a eu l'histoire de la photo, là, ce que je viens de vous lire à la toute fin, la photo d'Harbert, j'ai cru que sur la photo, ils auraient vu la personne qui habite avec eux sur l'île, parce que j'imagine que c'est ça qui se passe du coup. Et du coup, ça m'a pris au dépourvu que ce soit un navire. Mais c'est intéressant aussi, ça nous mène encore sur une autre piste. Il y a quand même pas mal de choses, d'événements divers qui se passent l'air de rien sur leur île. Euh, Il y a la routine, et du coup, il y a des ellipses, et du coup, le temps passe parfois très rapidement. Mais il y a aussi pas mal de péripéties et pas mal de choses très différentes à traiter. Donc, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Tout ce que je veux, c'est que dans la troisième partie, bon, bah, forcément, du coup, maintenant, j'ai la curiosité de savoir quel est ce navire, mais tout ce que je veux, c'est surtout que dans la troisième partie, il y ait ce développement sur le côté mystérieux de l'île et sur qu'est-ce qui a fait un feu, euh, qu'est-ce qui a provoqué tous ces événements étranges et inexplicables depuis le début. Franchement, je sais pas, j'imagine mal que ça parte sur quelque chose de complètement fantastique. J'imagine mal que ça parte sur quelque chose de magique, etc., d'un peu sorti du chapeau, d'un truc surnaturel justement, ou occulte, ou quoi que ce soit de cet ordre. Je pense que ça va rester très terre à terre comme explication. Et je pense que ça sera juste un survivant supplémentaire sur l'île qui arrive à vivre en parallèle d'eux, entre guillemets. Mais ouais, je suis très curieux de voir le dénouement de cette affaire-là. Bien, 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 bien. Je commence à être défoncé. Si vous avez regardé, d'ailleurs, j'ai vraiment du mal sur cette lecture, encore une fois, c'est la preuve. Je me suis dit ça pendant la lecture. C'est la preuve que mauvaise idée de lire 2 fois 40 minutes. Bon, là, je vais le faire jusqu'à la fin de l'œuvre, encore une fois, pour essayer de finir au plus vite. Mais je pense que je reprendrai plus jamais ce rythme de lecture sur d'autres œuvres parce que c'est pas très adapté, je trouve. C'est pas très adapté parce que pour que je reste focus, je vous en ai déjà parlé souvent, mais la lecture à voix haute, ça demande quand même une certaine concentration sur ce que tu es en train de lire si tu veux le restituer de manière à peu près correcte. Donc du coup, ça demande quand même pas mal un focus. Et puis forcément aussi, comment dire, ça finit par fatiguer la voix, les cordes vocales, tout ça. Donc là, lire 2 fois 40 minutes dans une soirée, tous les mardis, tous les vendredis, je sens que c'est quand même costaud et que c'est un peu trop costaud à mon avis. Euh, Potentiellement, plutôt que de faire 2 fois 40 minutes, ce qui fait 80 minutes, je pense que si je fais 3 fois 20 minutes, ce qui fait 60 minutes, donc ce qui fait moins forcément, hein, mais je pense que c'est un rythme qui me correspond plus. Même si je faisais 3 fois 25 minutes, par exemple, ce serait bien, quoi. Enfin bon, bref. Je pense que c'est plus adapté. Bref, comme quoi, après toutes ces lectures, après toutes ces années, je continue
d'en apprendre, je continue j'ai plus le terme, d'affiner ma pratique de la lecture à voix haute, n'est-ce pas? J'espère que la lecture vous a été compréhensible, j'espère que la lecture vous a été agréable. Si vous m'avez suivi sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur mes différents réseaux. Comme je le disais plus tôt dans le live, il y a des chances que cette semaine, il y ait un live sur ma bibliothèque. Hop. Il y a des chances qu'il y ait un live sur les aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire. Et donc, ça serait certainement demain après-midi et ou dimanche après-midi. Donc voilà, vous êtes prévenus. Je tiendrai au courant sur mes réseaux pour le coup quand je lance. Si je lance. Et puis, parce que bon, demain j'ai un jeu de rôle par exemple, donc ça va prendre aussi un peu de temps dans mon après, mais je sais pas quand est-ce que je finirai et si j'aurai la foi et le temps d'enchaîner avec un live juste derrière. Et sinon, il y aura certainement une veillée dimanche soir, je pense, de 21h à minuit. Voilà, j'ai fait le tour. Je me sens fatigué. Je sais pas. C'était un peu la fatigue aujourd'hui, J'espère que ça va quand même, que le live a été cool pour vous. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci Charline, merci Lucie, merci Miss Perrine de m'avoir accompagné sur la lecture. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente nuit, un excellent samedi dimanche. Et comme on est en week-end prolongé de Pâques, est-ce que je devrais dire samedi manche lin... Non, ça marche pas. Je peux pas le relier et refaire un jeu de mots, enfin un mot valise. Samedi manche dit. Je vous souhaite à tous un bon samedi manche dit. Et je vous dis à très vite pour la suite de plein de choses en fait, mais notamment la suite de l'île mystérieuse, la suite des aventures, la suite de nos rencontres, de nos émissions. Bye bye, des bisous et à très vite.